La drag queen, dans l'imaginaire de gauche, a remplacé le prolétaire. Je sais pas si j'ai envie de regarder cette vidéo, honnêtement. On part tout de suite là-dessus, comme ça, on part là-dessus instantanément, quoi. La drag queen a remplacé le prolétaire, mais, 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 ça commence très, très mal. Attendez, j'ai même pas envie de regarder le début, j'ai envie qu'on se le mate en entier, non? Front populaire, ah oui, c'est le truc de Michel Onfray, du coup, hein. Dans l'imaginaire de gauche, bien sûr. La figure marginale a remplacé la masse. Cette idée qu'il faudrait refabriquer un nouveau peuple, et effectivement les marges deviennent le centre. Là on dit si vous êtes progressiste, alors il faut accepter. L'intersectionnalité va s'effondrer un jour. On va arriver au pouvoir via ce nouveau prolétariat, mais ça marche pas. Parce que ce nouveau prolétariat les égorgera. Mélenchon a été un temps dans Ce nouveau prolétariat les égorgera, mais... Waouh. la grandeur républicaine. Oui, je lui reconnais un talent de prestidigitateur et de menteur. Mais il y a un truc. C'était un zélateur de Maastricht. Oui. Ah bah c'est super. Puis le lendemain, il est complètement Ça va être long, anti-Maastricht. hein. Ah bah c'est super aussi. Éric Coquerel. Ouais, on va pour avancer. défendre une On autre verra de toute vision façon. de la gauche, justement. Et aujourd'hui, Éric Nolot publie La République, c'était lui, sous-titré Grandeur et décadence du camarade Mélenchon. Alors, disons-le, c'est une charge Ça y est, nous polémique. y est, Je ouais. pense que vous assumez, Éric Nolot, Nous la y teneur sont. du propos. Un pamphlet. Un pamphlet, oui. Parce que je crois que seul le genre du pamphlet peut donner une idée de mon indignation. J'aurais pu faire une biographie, un essai, que sais-je, un documentaire, mais je crois que le cas Mélenchon Merci, relève du Sisyphe. pamphlet d'une charge très très Ouais, c'est bien, il a fait un AVC, on dirait qu'il a un côté paralysé. tout de même, mais très violente parce que ce qui se passe est très violent autour de Il Mélenchon. cligne que d'un œil. Très grave. J'ai noté, alors, au fil de ma lecture, tout ce que vous pouvez lui reprocher. Je vais demander évidemment à Michel ce qu'il en pense. Pour vous, il est trouillard, manipulateur, électoraliste, violent par moments. Il n'est pas directement, il le fait faire par ses sbires, entre guillemets. Mhm. Autocrate, pro-dictateur, évidemment, le godillot des caudillots, vous dites. Islamo-gauchiste, antisémite, complotiste, collabo, traître à la nation, menteur partiellement, c'est quand vous abordez le passage de la post-vérité avec Trump. C'est son côté gauche qui s'absente, oui, c'est ça, ouais. Non, Homosexuel en vrai, refoulé. bon, ça, c'est pas assez grave, hein. Faire un AVC, c'est chaud, hein. Oui. Je tiens beaucoup à ce passage. Oui, je ne trahis Je pas tiens votre beaucoup à ce pensée, passage. on Ouais. est d'accord. C'est pourquoi ça Homosexuel refoulé. Oui. Je tiens beaucoup à ce passage. Oui, je ne trahis tiens pas beaucoup votre Mélenchon, homosexuel refoulé? Beaucoup à ce pensée, passage. on est d'accord. Tout ça, vous lui reprochez. Hein. Oui, oui, tout à fait. Enfin, pour tout de suite faire un sort à homosexualité refoulée, parce que ça peut surprendre quelques lecteurs, j'élargis le propos à une certaine gauche qui est absolument fascinée par les figures viriles toxiques. Alors, le délinquant, vous savez, le Julot, fais-moi mal Johnny Johnny, ils sont fascinés par les délinquants, ils sont fascinés par les C'est vrai images. que la gauche, elle est fascinée par Depardieu, par exemple. C'est vrai que c'est pas vous qui êtes fasciné par Depardieu, hein. C'est vraiment la gauche, quoi. L'AVC a fait des dégâts, ouais. C'est vrai que là, ben, quand tu penses avec un demi-cerveau, ouais, putain, je voulais pas faire de blague là-dessus, je suis désolé, mais elle est venue vraiment tellement toute seule, celle-là, putain. Intégristes qui ont une idée de la femme tout à fait particulière. Ils ont défendu l'imam Iqiyoussen, pour lequel la place d'une femme est à la cuisine, et il est absolument impensable qu'une femme sorte seule dans la rue pour faire même des courses si elle n'est pas accompagnée de son mari. Et puis, le révolutionnaire, quand est apparue la figure d'Éric Drouet, Éric vous savez, Drouet ce gilet jaune qui a ouais, eu bien sûr. une éphémère présence médiatique, Jean-Luc Mélenchon, pour parler crûment, ça l'a fait bander. C'est vraiment Éric Drouet, son nom, ça? Elle a un grand baraquet révolutionnaire barbu, ça l'a rendu tout chose, et en plus il portait le même On parle nom pas de Jérôme Rodriguez, plutôt? qu'un type qui a arrêté Louis XVI à Varennes. Donc en fait, cette dénoncé. fascination pour les mâles toxiques, je pense, moi je ne suis pas psychanalyste, j'ai l'impression... C'est vraiment un délire, hein. Je veux dire, c'est eux qui ont défendu... Je veux dire, qui incarne mieux le mal toxique que Depardieu? Dire voilà, parce que là il est en train de faire des figures genre ils sont fascinés par les brigands. Non, c'est qu'en fait quand on est de gauche on est anticarcéral, donc effectivement c'est pas qu'on est fasciné par les brigands, c'est qu'on pense que la prison produit justement plus de brigands qu'autre chose, et que effectivement la prison n'aide pas à régler le problème des violences des hommes, quoi. C'est lui, Éric Drouet. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bien sûr, oui, ok. Non, parce que Drouet, moi j'étais sur non, j'ai pensé à quelqu'un d'autre. Je pensais au mec de RMC, Éric Brunet. Non, voilà, ce que je confondais avec Éric Brunet. Je sais pas, voilà, c'est moi qui ai bugué. que la raison est à chercher du côté de l'homosexualité refoulée. Drouet, c'est le dénonciateur de Louis XVI. Oui. C'est celui qui appelle les forces de l'ordre en disant j'ai reconnu son profil. Ouais, bien sûr. Et la Mais même ils sont chose sur fous. Là, ils sont en train de faire... Et ça, ils sont partis sur un laïus sur Éric Drouet
parce qu'il avait le même nom que mec qui a dénoncé Louis XVI. Donc ils sont en mode, oui, il est fasciné parce qu'il porte le même nom, mais ils sont complètement fous. Genre, on est tout de suite, vraiment instantanément dans n'importe quoi, hein, en tout cas. Instantanément. Hein. Et Dans une auberge, sur les pièces, là, voilà. Donc c'est effectivement la dénonciation. Mais moi, je suis tellement d'accord avec Eric que j'ai cette hypothèse en tête. Je ne l'ai pas encore travaillé vraiment à fond, mais je le fais avec les collabos. C'est-à-dire, c'est incroyable la sexualité des collaborateurs. Drieux, Brasillac, enfin tous ces gens qui sont fascinés. Ouah, non, mon Dieu. Non, mais c'est pas possible. Putain, on est parti en glissade à l'infini, là. C'est... Ouais, d'accord. Effectivement, par la virilité. Il n'y a rien à débunker au final, ils sont juste fous, quoi. Analyse sur 20, oui. Philosophe, je suis philosophe. Je suis philosophe. C'est vrai que tous les collabos étaient homosexuels. Je suis très intelligent. En disant mettons-nous à quatre pattes, on va se faire mettre. Je suis un peu grossier, vulgaire, mais c'est un peu comme ça qu'on voit dans les pamphlets de Céline ou ce genre de choses. Ça va nous faire du bien. Parce que franchement, on ne mérite que ça. Eux, au moins, ils sont propres, ils sont beaux, ils sont musclés. Les Allemands, ils sont... pas les les Allemands. Allemands, bien sûr, les occupants, sous l'occupation. Nous, on est veules, etc. Dans les mémoires d'un Ouah. fasciste ou dans les décombres de... Il y a les collabos, c'est des gays refoulés, quoi, qui voulaient se faire prendre par les nazis, quoi. On n'est pas du tout... C'est vrai que alors, lui qui a dénoncé, pour le coup, la psychanalyse, qui a dénoncé le freudisme, les Roudinesco, etc., il a pris totalement cette voie-là, aujourd'hui. Il ne pense que comme ça, en fait. C'est genre source Wattpad, oui, c'est ça, oui. C'est source boueuse, là. Hein. Il y a ça, cette espèce de France veule, sale, malpropre, qui manque d'hygiène, qui est bedonnante, C'est un délire. alcoolique, qui sent mauvais, etc., etc. Et on va se faire sauver par des... Oui, c'est vrai que l'antisémitisme n'avait rien à voir là-dedans. C'était parce qu'ils étaient homosexuels refoulés, bien sûr. Des Bien mecs, sûr. des vrais, des durs, des costauds, des tatoués. Et c'est l'Allemagne qui est capable de faire ça à la Ils France. étaient très tatoués, les nazis, oui. C'est l'Allemagne prenant... Alain Soral n'aurait pas daigné ce propos. C'est vrai que ça rappelle un peu le côté psychologisant d'un Soral qui faisait des méga généralisations comme ça. C'est exactement ça, oui. la France, on va pouvoir faire enfin une Europe virile et viriloïde. Et c'est vrai que mais- dans la logique Mais qui veut ça aujourd'hui? C'est la gauche qui veut ça? Genre, c'est plutôt les Papacitos, les KB, les gens comme ça qui sont dans ce délire viriloïde à vouloir des hommes virils ou je sais pas quoi. C'est genre trop bizarre, c'est pas Mélenchon. Genre, il parle de Mélenchon depuis le début. Hein. Il parle de Mélenchon, on le rappelle. Hein. Ils sont en roue libre. C'est genre, je ne comprends pas. de ce que tu dis, il y a effectivement une fascination pour une virilité qui, pardon, dans les termes de l'homosexualité grecque, fait que ce sont des homosexuels passifs, pas des homosexuels actifs. Hein, les fameux érastes et les éromènes, enfin, il y a celui qui sodomise et celui qui se fait sodomiser, on va être obligé. Ok, Michel. Ok, Michel, d'accord. Et du coup, entre Nolo et toi, c'est qui le passif et l'actif? Juste pour savoir, du coup. Moi aussi, j'ai envie de psychologiser à la petite semaine, hein, pourquoi pas. Hein. C'est qui, du coup? Qui fait le passif? Qui fait la femme? Hein, les phrases horribles. Qui fait la femme entre vous, hein, entre Nolo et toi? Hein? Ah bon, moi aussi, je vais faire du guest-planning, ouais, c'est ça. Ouais. Tout s'explique par le gay, bien sûr. Hein. Du coup, ouais, Onfray, je pense qu'il a besoin de se faire enculer, là. Je pense que c'est ça qu'il recherche. Il a besoin de se faire prendre fortement. Il a une fascination pour la passivité. Je crois qu'il a besoin de l'exprimer. D'être un peu anatomique. Et là, le truc, c'est trouvons-nous vraiment une virilité parce qu'on ne mérite plus que ça. Et de fait, ouais, je comprends. Ok, tu ne mérites plus que ça, d'accord. Une hypothèse difficile Arrête de projeter peut-être et va vivre tes trucs de ton côté et arrête de projeter sur les autres peut-être, non? à défendre aujourd'hui, parce que je pense que dans ces cas-là, on devient tout de suite homophobe ou je ne sais quoi. Mais regardez Ramon Fernandez, enfin tous ces gens-là, même Drieux-La Rochelle, Ouais. même Brasillac. Je ne sais pas si elle est refoulée, l'homosexualité de Brasillac, mais il n'y a pas de femme dans la vie de Brasillac. Il y a une mère. Et à un moment donné, il peut échapper à la mort, mais il choisit sa mère, et c'est parce qu'il choisit sa mère que pour le coup, il va mourir. Du coup, il est en train de dire que Mélenchon, il se revendique de Brasillac et de Drieux-La Rochelle. Genre déjà de base, parce qu'il est parti direct là-dessus, genre les collabos, etc. Genre il est en mode, Mélenchon, c'est Drieux-La Rochelle en fait. Drieux-La Rochelle, c'était un écrivain collabo qui a été fusillé à la Révolution ou il s'est suicidé, je sais plus, mais en tout cas il a été tué à la Révolution. Enfin, il a pas passé la guerre parce qu'il a effectivement collaboré. Je crois qu'il a été fusillé, hein, si j'ai pas de bêtises. Mais du coup, quel rapport avec Mélenchon? C'est plutôt tes amis d'aujourd'hui qui se revendiquent de Brasillac, de Drieux-La Rochelle. Il s'est fait suicider, oui, ok, c'est ça. Et donc, il y a quelque chose de ce côté-là. Et c'est même la thèse de Dominique Fernandez, le fils de Ramon Fernandez, qui lui-même est homosexuel. Donc, je ne trouve pas que ce soit une thèse homophobe, mais au moins, c'est une thèse intéressante parce qu'on peut faire de la psychobiographie, on peut faire de l'histoire avec la psychobiographie. La psychobiographie, ah ouais. Ah ouais. On en est là, quoi.
On se base plus sur rien maintenant, c'est décidé quoi. On se base sur absolument rien. On fait de la psychobiographie d'auteurs collabos pour dire que c'est Mélenchon. C'est voilà, la psychobiographie. Franchement, pour un mec qui avait écrit des bouquins pour dénoncer justement le côté psychanalysant permanent d'un Freud et des élèves de Freud surtout. Franchement, je trouve ça catastrophique de tomber là-dedans, quoi. C'est pas homophobe, mais c'est intéressant, ouais. C'est ça, tu te dis oui. Moi, je fais là, je fais de la psychoanalyse, psychobiographie de Onfray et Nolo. Vous avez envie de vous faire enculer, les gars. Ça se voit, hein. Ça se lit sur votre gueule, hein. C'est vraiment, voilà, go grinder, hein. D'autant qu'il y a presque un aveu dans l'appellation France Insoumise. Il faut peut-être entendre France Soumise. Voilà, peut-être que c'est un aveu par défaut. En tout cas, c'est une piste qui n'est pas très explorée. C'est une ils des sont pistes que j'ai- homosexuels, ils sont soumis. C'est... Waouh. C'est tellement malaisant. explorée. Enfin, je ne veux pas faire croire non plus que tout mon livre Non, porte bien sur sûr. cette hypothèse. Non, vous parlez précisément dans ce chapitre qui est assez intéressant de la fascination effectivement d'une certaine gauche pour les malfrats. Et vous faites une généalogie d'ailleurs assez intéressante en disant que ça vient aussi de Sartre qui fait son livre sur Jean Genet, Saint-Jean Genet, que Paul Valéry a écrit un texte pour montrer à quel point Villon, à un moment donné, c'était le poète bandit et que c'était intéressant aussi. Et ce passage-là, j'en est tout à fait intéressant. La fascination pour Sade, Oui, aussi, bien sûr. elle est Oui, considérable au XXe siècle. Ah, bien sûr. D'Apollinaire jusqu'à Lacan, passant par Foucault, Deleuze, enfin, ils ont tous adoré ce type qui... alors, c'est la littérature, je veux bien, mais dans la biographie, et Lely a écrit une biographie considérable, et dans cette biographie, cette chose se trouve dite, c'est quand même un type qui viole en réunion, qui empoisonne, on a trouvé des ossements humains au fond de son jardin, enfin, il y a Oui, pas que Sade, c'est la gauche, hein, bien sûr. Le marquis de Sade, c'est la gauche, évidemment, bien sûr. la sublimation de l'érotisme dans l'œuvre, il y a aussi une vie de délinquant sexuel. Et s'il est en prison, c'est pas parce que C'est c'est un fou, grand anarchiste, il est C'est en fou prison parce que après, ils vont nous faire le procès inverse en mode ah oui, la gauche aujourd'hui, elle a tué la sexualité, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut plus draguer, on peut plus baiser, on peut plus comme avant. Et là, ils sont en train de faire un procès en mode non, justement la gauche, elle est perverse, donc c'est vraiment les techs d'extrême droite en mode voilà, c'est des francs-maçons qui font des sacrifices. Ils viennent nous dire ça bientôt, hein, on est bientôt là-dessus, mais c'est quoi leur délire en fait? C'est vraiment genre ils attaquent la gauche sous quel angle là en vérité? En associant Sade et Drieux-La Rochelle, je vois vraiment pas du tout la précision. Je pense n'importe quelle personne aujourd'hui voilà, qui est woke ou quoi que ce soit va vous dire Sade c'est une abomination. Voilà, faut pas dire ça, c'est horrible, c'est des sévices sexuels sur des pages et des pages. Je connais personne de gauche qui va vous défendre ça, la gauche qui critique, en tout cas, elle va pas défendre ça. C'est plutôt leurs alliés qui défendent ça en mode, oui, voilà, à l'époque, on pouvait écrire ça, maintenant on peut plus. Bon, ça, il a été mis en prison quand même, hein, c'est pas pour rien non plus, mais bref. Mais franchement, là, ils sont en roue libre, ils sont en roue libre absolue, quoi. Ça n'a pas de sens, tu vois, c'est même pas, il y a aucune pertinence dans ce qu'ils sont en train de dire. C'est complètement contradictoire avec ce qu'ils disent d'habitude. C'est absurde, quoi. Ils veulent déboulonner les statuts, c'est ça? Vous voulez déboulonner Sade et Apollinaire, c'est ça? Hein? la monarchie, il est en prison sous la Révolution, il est en prison sous l'Empire, parce que c'est un délinquant sexuel, c'est un vrai délinquant sexuel, avec une fascination Ouais, pour Pasolini, c'est de droite, par contre, hein, c'est ça. Bah oui, Pasolini, justement, il s'est servi de Sade pour dénoncer le fascisme. C'est plutôt ça, la gauche. C'est plutôt, voilà, le film Salaud, effectivement, même s'il est très dur, je vous le conseille pas, parce qu'il est très, 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 très dur. C'est vraiment un film horrible, mais qui dénonce le fascisme, voilà, en montrant son abjection absolue et comment il détruit la jeunesse, etc. Ça, c'est de gauche pour le coup. Ça, c'est de gauche, clairement. de la part des homosexuels, qui est assez sidérant. Et j'ajouterais juste, pour mettre en Oui. perspective, que ça s'inscrit plus largement dans une obsession de cette gauche, cette fausse gauche, ce que nous appelons la gauche, de mettre la marge au centre. C'est-à-dire le délinquant, c'est un marginal, on le met au centre. Le transsexuel, j'ai rien contre, hein, si les transsexuels sont persécutés, il va sans dire que je suis pour leur protection. Oui, bien sûr, Mais oui. C'est vrai que en vous faites beaucoup pour protéger les transsexuels, c'est clair, hein. Les personnes transgenres sont vraiment à l'abri avec des alliés comme vous, hein. C'est une réalité tout à fait marginale, mais c'est au centre de l'attraction. La drag queen, c'est devenu maintenant, la drag queen, dans l'imaginaire de gauche, a remplacé le prolétaire. C'est-à-dire, le marginal... J'ai rien contre, mais hein, je les défends, mais Le marginal a remplacé la masse. Et ça, je m'en remets à un prochain livre de Michel, peut-être pour nous éclairer là-dessus. Moi, je n'arrive pas à éclaircir La masse. jusqu'au bout cette déviance idéologique. peut-être parce que la masse, ça veut rien dire, et qu'effectivement, la masse qu'on constitue aujourd'hui, elle est dans l'acceptation des individualités. Donc voilà, on accepte les différentes individualités qui composent cette masse, quoi. C'est un truc de fou d'être aussi bête. C'est un truc de fou. Expliquer cette fascination morbide
pour tout ce qui est marginal au détriment de la masse, de la population, du peuple, d'une forme, Mais la marche, c'est le peuple. C'est vrai qu'il comprend pas. le mot est maladroit, mais d'une forme, sinon de normalité, disons de majorité. Comment l'attention aux minorités, qui en elle-même est tout à fait respectable, peut dévier en une sorte de système aussi pervers? J'avoue que je pose beaucoup de questions, je n'ai pas toutes les réponses, je compte sur... Pervers. Pourquoi pervers? C'est ça qui est trop bizarre. C'est pourquoi pervers? Pourquoi est-ce que intégrer les revendications des personnes trans, par exemple, c'est l'exemple qu'il donne là, mais ça peut s'étendre à beaucoup d'autres choses, ce serait pervers. Et ce serait nier le peuple. Au contraire, enfin, ces personnes sont dans le peuple, en fait. Elles font partie du peuple. Donc c'est pas... C'est très bizarre comme analyse, quoi. Ça veut dire quoi la masse? C'est une masse indifférenciée, ça qu'ils veulent? Ils veulent une masse indifférenciée, qui baisse la tête, où il n'y a pas voilà, une once de couleur, de différence, d'individualité. C'est ça leur gauche, quoi? C'est stalinien, quoi, comme vision. Hein. Je compte sur Michel et son C'est prochain- l'héritage de la French Theory. Moi aussi, je vais forcer, hein, vu comme il force. Hein. Foucault, etc. Sans doute. Oui, mais avant ça, je pense qu'il y a le fait que le peuple, enfin, on peut même remonter un peu en amont, c'est-à-dire quand Mitterrand gouverne à gauche pendant quelques mois entre 80 et 83, il vide les caisses, il a les marchés financiers contre lui, enfin ça devient très problématique, et il se met à faire la politique de Giscard d'Estaing économiquement. C'est du Giscard d'Estaing. Après ça, c'est l'Europe de Giscard d'Estaing. Après 83, oui. 83, après mars 83. Et il lui faut un marqueur à Mitterrand pour dire « je ne suis pas Giscard, je ne suis pas un Giscard de gauche, et je ne suis même pas un Giscard tout court ». Quoi. Et le marqueur, il le trouve effectivement dans l'abandon du prolétariat, en disant le prolétariat, il est préempté par le... Nicolas Nestatoche qui dit dans le chat, merci de nous réexpliquer les bases du fascisme, ne voir que la masse et pas les exclus. Ouais, c'est exactement ça au final. C'est vrai qu'au fond, Ah, on va marquer le point Godwin. Ils sont tellement de toute façon à côté de la plaque, eux ils ont fait un point Godwin direct. Donc on va le faire le point Godwin. Mais effectivement, c'est une vision fasciste de ne vouloir voir qu'une masse, voilà, la masse, le peuple indifférencié et les marginalités. Faut pas en parler, faut pas les mettre au centre. Qu'est-ce que ça veut dire de les mettre au centre? Du coup, juste de parler du fait que les personnes trans existent, ont des droits, ont des revendications, juste d'en parler, c'est les mettre au centre. Donc ça veut rien dire en fait. C'est une façon justement de marginaliser encore plus les personnes marginalisées. Alors que nous, on veut les démarginaliser au final. On veut que les gens qui sont aujourd'hui marginalisés soient considérés comme normaux et que voilà, il n'y a pas de raison de dire qu'une personne trans, par exemple, serait marginale. Elle n'est pas marginale, au fond, c'est une personne normale. Voilà, c'est juste avec des revendications spécifiques. Mais voilà, à partir de là, est-ce que ça, c'est vraiment grave? Non, je pense pas. Ce qui est grave, par contre, c'est de dire ah, je les soutiens, mais je vois plus la masse, j'ai peur de ne plus voir la masse, de voir le peuple, donc quoi en fait? Donc il faut les invisibiliser, il faut les silencier. Et ben ça on n'est pas d'accord. Voilà, effectivement, politiquement là-dessus, on n'est pas d'accord. Nous on veut pas que les paroles des personnes, quelles qu'elles soient silenciées, minimisées dans l'espace public, c'est clair. Le PC, de toute façon, on est en train de le plumer, il n'existe plus. Et on va remplacer le prolétariat par un peuple de substitution. Moi, j'ai parlé du peuple old school, qui a toujours mon affection, la tienne aussi, je pense, parce qu'il existe toujours, ce peuple old school. C'est modifié, mais je veux dire, les gamins qui font des livraisons Uber à 11h du soir, c'est le nouveau prolétariat, ça me paraît évident, ou les pauvres gamines qui sont à la caisse et qui sont parfois obligées d'un supermarché pour se payer les études, ou qui sont obligées de se prostituer parce que les loyers sont payés comme ça avec un propriétaire. Enfin, Oui. c'est un nouveau prolétariat dont il faut faire la description. Mais je pense que quand la gauche a dit « laissons ça chez Le Pen », et à Le Pen, Jean-Marie, à l'époque, c'était une façon de dire « il nous faut un peuple de substitution ». C'est la fameuse note de C'est Terra complètement faux. C'est complètement faux. La gauche, là, en l'occurrence, il parle de la France insoumise. La France insoumise, elle n'est pas pour des augmentations de salaire uniquement pour les racisés et les trans. Elle est pour des augmentations de salaire pour tout le monde. Donc si on se bat pour augmenter le SMIC pour tout le monde, comment on peut dire qu'on laisse de côté le peuple? C'est complètement faux. Les caissières, les infirmières là qu'ils évoquent, bien évidemment, les déménageurs, les camionneurs, c'est tout le monde, peu importe ce qu'ils pensent politiquement, auront des augmentations de salaire, auront des garanties. C'est ça la gauche. On ne fait pas de nuances, on ne fait pas de différence, on ne va pas segmenter selon si tu es d'extrême droite ou pas. On ne fait pas ça à gauche en fait. On est pour des améliorations sociales pour tout le monde. Donc c'est complètement débile ce procès-là, en mode ah oui ils veulent mettre de côté, non pas du tout, on veut mettre de côté personne, on veut que tous les gens au SMIC soient augmentés, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur sexualité en fait. Donc je ne comprends pas. Par contre c'est vrai que nous on a aussi un discours spécifique vis-à-vis de personnes, de publics spécifiques, de communautés spécifiques, il y a des revendications spécifiques et on est à l'écoute de ça aussi.
Genre, je comprends vraiment leur critique est tellement hémiplégique dans le sens, voilà, ça marche que sur une jambe, quoi. Et une jambe vraiment boiteuse pour le coup, hein. C'est grave, hein. 2011, oui. C'est ce que dit Eric Nolot dans son Voilà, livre, c'est et le il a grand raison, point de bien sûr. bascule. Ouais, je crois. Et on est. Désolé, j'ai encore fait des blagues validistes, putain, je sais pas comment faire Pas vu de sans différence ça, hein. entre. Mais toutes mes métaphores sont validistes, On putain. n'avait pas vu non plus au moment où on a fait notre livre sur la Je suis gauche désolé, hein. réfractaire, parce qu'effectivement, on voit à un moment donné cette idée qu'il faudrait Il refabriquer. a dit la gauche, c'est des chasers. Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens à droite qui sont plus, autant, voire plus chasers que la gauche. Mais bon, bref. un nouveau C'est une peuple. autre Et discussion. effectivement, les marges deviennent le centre. Et à ce moment-là, on dit si vous êtes progressiste, alors il faut accepter. Il faut accepter. L'homosexualité, c'est pas évident. Tout le monde accepte l'homosexualité Non. aujourd'hui. On est tous convaincus. Ah, clairement, non. Non, tout le monde n'accepte pas, non. C'est évident que non, c'est pas du tout accepté. Va demander aux gens qui ont un enfant, voilà, LGBT, comment ils le traitent. Ben, dans beaucoup de cas, très mal. Donc non, c'est pas... Voilà. Et en fait, ça montre tout leur déni. Ils sont en mode, voilà, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus d'homophobie. Ben non, c'est pas parce que ça s'est un peu amélioré par rapport à avant qu'on est sorti, en fait, hein. Voilà, il y a encore de la misogynie, il y a encore... donc ça, clairement, non, quoi. Les marges deviennent le centre. Et à ce moment-là, on dit si vous êtes progressiste, alors il faut accepter. Il faut accepter. L'homosexualité, c'est pas évident. Tout le monde accepte l'homosexualité aujourd'hui. On est tous convaincus. Il y a Vraiment. plus de gens qui aujourd'hui disent ils sont malades, il faut les mettre à l'hôpital, dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a Merci. encore des gens qui le disent malheureusement. Et il dit ça après un démarrage full homophobe. Exactement, et c'est ça. Et lui-même, il était rempli de clichés homophobes. Et il était en mode, oui, les collabos, c'est parce que c'était des gens pas à l'aise avec leur homosexualité et qui voulaient se faire prendre par les Allemands. Genre, ça, c'est pas homophobe du tout, ça, hein. C'est vraiment pas homophobe du tout. C'est un truc de zinzin. Plus personne. Il y a des gens éventuellement qui sont contre le mariage homosexuel. Ça peut s'entendre. Moi, je suis pour le mariage, mais je peux comprendre qu'on puisse À être quatre contre pattes, il le avait dit, mariage et qu'on appelle ça, je sais pas quoi, un pacte civil homosexuel. Enfin, j'en sais rien, que pour des raisons sémantiques, on puisse toucher aux mots, mais qu'on permette à la chose d'exister. Bon, mais ce progressisme va jusqu'au bout. Moi, j'avance cette idée après avoir lu Peter Singer, dont il faut lire les livres, lire ou relire, La libération animale ou Questions d'éthique pratique. Le grand théoricien de l'antispécisme. C'est ça, pour les gens. c'est ça. C'est qui, lui, est en train d'avancer les pions, quoi. On dit, bon, évidemment, il est végétarien, il est vegan, il est pour la libération des animaux, etc. Et hop, il vient de faire un petit truc, là, un petit pas en plus, là, il est zoophile. Ah. Il nous dit, mais maintenant, J'ai jamais entendu parler de ce gars, mais bon. on a trouvé une marge supplémentaire, les animaux. Parce qu'après tout, les animaux, si on dit on est des animaux comme les autres, Non, mais voilà. finalement, il y a Donc, les pas du tout homophobe aussi de passer de parler de l'homosexualité à la zoophilie. Voilà, en mode, oui, ok, les homosexuels, mais maintenant, ils veulent nous amener les zoophiles. Tu connais pas Peter Singer? C'est mec de PETA, c'est ça? La scène de South Park, oui, c'est ça, oui. Ouais. Peter Singer, il est connu. Moi, je connais pas. Après, je suis pas très intéressé aux questions véganisme, etc. C'est pas des trucs que j'ai digués personnellement. Donc, mais ça aussi, c'est ultra homophobe. La glissade là, entre les deux, c'est quand même un truc. La zoophilie, c'est le vrai combat de la gauche. C'est ça qu'ils sont en train de dire premier degré, quoi. Après, ils vont dire, oui, bah après, c'est la pédophilie, bien sûr. C'est l'association d'idées bien dégueu. Mais il est pas homophobe, hein. Lui, il est pas homophobe du tout, hein. Ce serait vraiment exagéré que de le qualifier d'homophobe, lui, hein. C'est vraiment, le chat, là, vraiment, je vous comprends pas, hein. Comment vous pouvez dire que Michel Onfray, après les 11 minutes d'interview qu'on vient d'entendre, pourrait avoir le moindre sentiment d'homophobie? Vraiment, il l'a dit qu'il n'était pas homophobe. Donc, à partir de là... animaux humains, les animaux non humains. La question est, pourquoi pas avoir de relations sexuelles avec eux? Alors, de son point de vue, c'est cohérent. Hein, mais Ah ben lui, il dit, mais la cohérence, il est utilitariste. Il dit, si on fait souffrir l'animal, c'est non. S'il ne souffre pas, c'est oui. Le critère, c'est ça. Ouais. On a, avec Béatrice Paul Preciado, qui a fait sa transition sexuelle, la défense de la zoophilie, mais on a aussi l'élange de la coprophilie. C'est-à-dire, La dans coprophilie. Libération, il est clairement dit qu'aujourd'hui, Manger son on va caca pouvoir manger les matières fécales de son Ah, non. partenaire et avoir des relations sexuelles avec un animal. C'est dans Libération. Ça a remplacé C'est dans Libération, vraiment? Source? le peuple dont Fernand Léger ou Picasso faisaient l'éloge. Non, mais là, par non, exemple. mais là, c'est vraiment... Mais c'est pas un homme de paille, c'est un homme de merde. Là, il fait littéralement un homme de caca pour dire, regardez la gauche, ils ont dit qu'il fallait manger du caca. C'est ça, la gauche, aujourd'hui, c'est manger du caca. Voilà, c'est littéralement un homme de caca qui vient de faire. En termes d'arguments zététiciens, le terme est homme de caca. Et c'est lui, l'homme de caca. Voilà. Il vient de faire ça. Le problème de la gauche aujourd'hui, c'est qu'ils disent il faut manger son caca, c'est dans Libération. Lisez Libé, hein. Lisez Libé, hein. C'est dans Libération. Ils disent manger son caca et faire l'amour avec des animaux. Voilà. C'est ça, la gauche. C'est... Ok. D'accord. Ah, mais on est très bien. Non, mais du coup, ça ne répond à rien, quoi. Genre, vous avez décidé de ne répondre à rien. Rien de sérieux.
Et quiconque dit ah non, moi j'ai pas envie qu'on loue les utérus des femmes, j'ai pas envie qu'on achète des enfants comme des objets, j'ai pas envie de manger des matières Waouh. fécales. j'ai Fascisme. pas Ouais, envie- les hommes de paille. J'ai dit, je n'ai pas envie de manger de caca, et la gauche m'a dit, tu vas aller en prison, Michel Onfray. Tu es un réactionnaire. Voilà. Parce que j'ai simplement dit que je ne voulais pas manger de caca. C'est quand même. C'est ça la gauche aujourd'hui, hein. C'est ça la gauche, hein. J'ai été cancel pour avoir dit que je ne voulais pas manger mon caca. Eh oui, moi je révèle les vraies choses sur la gauche. Je suis un fasciste, Mais je oui. suis d'extrême Et droite. voilà. Et, Voilà. et là, Fasciste. c'est assez Tu ne veux pas manger ton caca? Fasciste, c'est ça la gauche. difficile de dire non, on va avoir un débat, Homophobe, nazi. Mange ton caca maintenant. parce qu'on ne peut pas avoir de débat, puisqu'il est interdit aujourd'hui. Après, ceci dit, pour forcer Michel Onfray à manger son caca, j'aurais du mal à être contre l'idée, je dois l'avouer. Peut-être que parce que je suis trop de gauche, peut-être. De débattre avec les gens qui diraient bah, faisons peut-être un débat sur un sujet qui nous sépare vraiment, pas faire des débats juste avec les gens qui Il va pensent comme nous. vraiment falloir argumenter très solidement pour me convaincre que Michel Onfray ne devrait pas manger son propre caca. C'est... Ouais. Là, franchement, j'avoue, pour l'instant, je pense que oui, il devrait. Non, on n'échange pas avec des fascistes, on ne parle pas avec des gens d'extrême droite, et puis on voit bien ce qui arrive avec les médias Bolloré, dont on estime qu'ils sont insupportables, alors que le pluralisme s'y manifeste, pendant que dans le service public, le pluralisme ne s'y manifestant pas, on ne trouve rien à redire. Moi, je suis toujours interdit de service public depuis 6 ans, j'ai pas eu un seul de Allez, ces gens... le couplet. S'ils ont pareil. Le couplet de Oui. « On m'invite plus sur service public depuis 6 ans. » Ouais, ta gueule. Pareil. Toi aussi? Oui, 6 ans. Ah oui? 6 ans. Non, si vous voulez, moi. 6 ans, c'est Macron au pouvoir. Bah, Voilà. oui, il y a peut-être eu. Macron qui les empêche de s'exprimer sur le service public. Vraiment, les pauvres, hein. Les pauvres, hein. Il y a peut-être une. En même temps, c'est pour venir dire que ce que pense la gauche, c'est qu'il faut manger son caca. C'est sûr que... Pourquoi on t'inviterait, en fait, hein. C'est clairement pourquoi on t'inviterait, hein. une coïncidence. Non, mais juste pour. À part si c'est pour manger ton caca sur le service public, en prime time. Là, effectivement, peut-être que ça peut se négocier. Ce soir, en direct à 20h50, Michel Onfray mange ses propres excréments en direct sur France 2. Ne manquez pas ce moment. Éric Nolot boira son pipi et fera l'amour avec une chèvre. Non, c'est un peu trop loin. Épisode de Black Mirror, j'avoue, on y est. Juste finir sur ce point. En effet, la France Insoumise et Mélenchon ont mis en pratique la théorie de Terra Nova. C'est-à-dire, ils ont mis en pratique dans les faits. Moi, ce que j'essaie d'analyser dans ce livre, en tout cas de prévoir, c'est jusqu'où ça va nous mener. Nolot ment, il a été chez Salamé à quelle époque? Je suis pas sûr, Hidroé. Je n'en suis pas sûr à 100%. Oui, parce qu'il y a une contradiction. Oui, ça va, bien Quand sûr. Michel dit plus personne n'a rien contre les homosexuels, si les islamistes. Ah oui. Or, Taranova, c'est. Alors, je fais évidemment aucun lien entre les immigrés, entre guillemets, et les islamistes, mais je veux dire, c'est que ce que vous expliquez bien, c'est que dans l'électorat de Mélenchon, il y a à la fois les minorités sexuelles potentiellement, et là c'est la déconstruction, etc., mais aussi les islamistes. Or, entre eux, normalement, ça fonctionne pas. Bah, pour le moment, il y a Les une alliance islamistes. qui ne saurait durer, en Les effet. islamistes, c'est même pas un bloc électoral. Genre, enfin, maintenant, quand ils disent islamistes, ils entendent les musulmans, en fait, hein. C'est genre, c'est un truc de fou, hein. Puisque les wokistes et les islamistes, il y en a un qui va égorger l'autre, on sait qui va être égorgé et qui va être l'égorgeur, puisque ça se passe à Gaza, par exemple. À Gaza, alors c'est même pas les gens qui veulent faire une transition de genre, hein, c'est juste d'être homosexuel, on vous balance du haut d'une tour. Si vous voulez, il y a même une forme de comique burlesque de base. Vous savez, c'est la vieille blague, il y a un type qui marche sur le trottoir, il y a une peau de banane, tout le monde voit qu'il va glisser sur la peau de banane, sauf le type en question, c'est là d'où naît l'humour. Là, c'est de l'humour noir, tout le monde sait que ça va mal se terminer pour Ah les oui. wokistes, pour les gauchistes. Ah ouais, quel mytho. Il a été invité. Il a été invité à quelle époque chez Salamé pour parler de son livre sur Sandrine Rousseau. Il y a 1 an. Quel mytho, quoi. C'est vraiment des mythomanes en plus, hein. En plus de raconter n'importe quoi de base, même quand ils parlent d'eux-mêmes, ils mentent, quoi. C'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Oui, moi aussi, je suis boycotté des services publics. Ah, sauf quand j'y suis allé pour mon livre sur Sandrine Rousseau. Il a fait un livre sur Sandrine Rousseau. Oui, la faute à Rousseau. Non, mais il est matrixé, hein. C'est... Les faf mentent, quelle découverte. Ben, là, en tout cas, pris la main dans le pot de confiture, quoi. Menteur, menteur. Qu'ils pensent pouvoir contrôler la masse des islamistes en disant, comme on est arrivé au pouvoir dans d'autres régimes via le prolétariat, on va arriver au pouvoir via ce nouveau prolétariat. Mais ça ne marche pas, parce que ce nouveau prolétariat les égorgera. Donc Mon l'intersectionnalité Dieu, mais il est va vraiment s'effondrer un matrixé, jour. hein. En attendant, Matrixé, la masse des islamistes. Oui, c'est ça, c'est les islamistes qui font gagner les élections en France. Il n'y a même pas un parti musulman en France.
Genre, je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. C'est qu'effectivement, les musulmans en France ont voté pour le candidat le moins islamophobe. Voilà. Newsflash. Il y a un candidat qui a dit, moi, Mohamed, je trouve que c'est un beau prénom. Ils ont dit, ok, j'ai pas besoin d'entendre plus. C'est bon. Quelqu'un qui n'est pas raciste en France. Ça me va. C'est tout. C'est juste ça, en fait. Il n'y a pas de campagne électorale à destination d'eux. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est ça. En fait, ils sont 65% du corps électoral, les islamistes. Mais c'est Macron qui est élu, quoi. Ouais. Ils font le lit de l'islamisme. Et moi, je pense que ça va se terminer très, très mal. C'est-à-dire qu'il y a tellement de concessions envers ce public, si j'ose dire, cet électorat, au point de se demander si le Hamas est un mouvement terroriste. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Après, la plupart des musulmans, ils votent pas en France, je pense. Si on fait des stats, comme la plupart des gens, une personne sur deux ne vote pas. Donc, je pense que ça doit même être un peu plus élevé chez les musulmans français. Donc bon, je sais pas, faudrait regarder ça. Faudrait regarder des stats si on les a. Des gens qui éventrent des femmes enceintes, qui décapitent des nourrissons, sont Ça, c'était faux. Du coup, fake news encore. Bon, c'est vraiment un concours de mythomanie, là. des terroristes. Quand on va jusque-là, ça veut dire qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, et même jusqu'à l'insurrection, et même jusqu'à la guerre civile. Et je pense que c'est le plan de Mélenchon, de ne pas arriver au pouvoir par les urnes, mais d'arriver au pouvoir par la De toute violence. façon, ça paraît facile. Apparemment, il a fait un AVC l'année dernière, ouais. De réactiver, Michel en a parlé très bien dans certains... C'est un truc de fou quand toi-même tu soutiens Éric Zemmour, ton meilleur ami Éric Zemmour, et qui lui-même est entouré de gens qui sont pour une guerre civile, en fait. Qui sont pour qu'il y ait une guerre civile et qu'on fasse une grande remigration des Noirs et des Arabes. Si ça, c'est pas une guerre civile, je sais pas ce que c'est, en fait. Donc, c'est pas... la gauche est justement pour la réconciliation, pour ne pas aller à la guerre civile, pour qu'on améliore les conditions économiques, qu'on se sente tous appartenir à un même pays. C'est ça que propose Mélenchon. C'est même républicain bébête, au fond, si on veut. Donc, c'est tout l'inverse de ce qu'il raconte, encore une fois. Mais je crois que je vais dire ça pendant toute la vidéo. Vraiment, ils disent l'inverse de la vérité, tout simplement. Ce vieux fantasme révolutionnaire. Ça date d'il y a un jour. La violence pour la violence. En fait, le pouvoir, on s'en fout un peu. On veut jouir du sang, de la souffrance, de faire l'histoire, d'être un nouveau Drouet ou d'être un nouveau Robespierre. Je pense qu'il y a une forme de nihilisme qui est à l'œuvre, moi qui me rend extrêmement inquiet. Wow. Et mon livre... C'est tellement à côté de la plaque, quoi. C'est vraiment le CSC total. Genre, ouais, non, vraiment... Là, on a les nouveaux Dorio. Oui, mais c'est les autres qui sont... C'est les homosexuels qui sont collabos, faut le savoir. C'est ce qu'ils ont dit au début. Indépendamment du fait que ça soulage de parler de tout ça, mets le doigt sur mes inquiétudes, pas pour après-demain, pour demain. Alors justement, quand vous dites que ça soulage, c'est intéressant. Moi, je me suis posé une question en lisant le livre, c'est une question de lecteur toute simple. À qui s'adresse le livre? Parce que comme c'est une énorme charge polémique, alors c'est factuel, vous ne vous inventez pas, même si effectivement il y a un petit peu de dérision sur l'homosexualité refoulée. Vous n'allez convaincre, vous cherchez à convaincre quelqu'un, parce que là, les gens de la LFI ne vont pas se dire Éric Nolot a raison. Non, quand même, non, clairement pas, non. On ne l'avait pas vu depuis si longtemps. Non. Les opposants à Mélenchon, et c'est vrai que Mélenchon, c'est soit on l'aime pas, soit on l'aime. Mais il y a peu de gens qui disent non, j'ai pas tellement d'avis sur Mélenchon. Est-ce que vous pensez convaincre quelqu'un avec cette charge-là, où vous dites effectivement, moi je suis d'une autre gauche et je compte faire savoir que ce n'est pas ma gauche et qu'il faut la... D'abord, je compte le faire savoir, c'est toujours utile. Mais surtout, je pense qu'il existe une zone grise, des gens qu'on peut ramener à la République. Il faut prendre le titre au sérieux, grandeur et déchéance. Mélenchon... Il est bon, le gars, il dit tu vas convaincre personne. Alors c'est Eric, c'est pas Michel là, mais il lui dit oui. Bon, ton livre, au final, personne va être convaincu, quoi. Donc c'est un peu à air, en fait. Tu te fais juste pour te faire plaisir, quoi. Tu t'es branlé, en fait. C'est ça qui s'est passé, quoi. Mélenchon a été un temps dans la grandeur républicaine. Il était même qualifié de laïcard de dingue par les indigénistes, Madame Boutelja, qui maintenant dit que c'est une prise de guerre, sa principale prise de guerre. Je commence par là, puisque j'étais aux premières loges, quelques années de distance, dans l'émission On n'est pas couché. 2010. Ouais, je dis voilà, j'ai pour entendu faire en plaisir. 2010 quelqu'un qui tenait les propos mais les plus violents contre l'islamisme et l'islam, en disant une femme voilée c'est une honte. N'y aurait-il qu'une femme voilée en France, c'est trop, c'est une manière d'objectiver la femme. Il a évolué, il est pas con, quoi. De la réifier, etc. Et après une déroute aux européennes, tenir le discours absolument inverse, ne jamais avoir de mots assez doux pour les islamistes. Donc pour les islamistes, mais pour eux, les musulmans n'existent pas, en fait. Il n'y a pas de musulmans. C'est soit t'es islamiste, soit t'es normal, quoi. Il n'y a que deux genres pour eux, quoi. C'est
C'est genre, c'est soit t'es musulman, soit t'es islamiste, soit t'es français. Voilà. C'est un Il n'a jamais calcul utilisé le mot musulman pour l'instant, on est d'accord, hein. d'un cynisme absolument incroyable. Je pense qu'on peut Dit-il la vérité? Non. La réponse est non, ils disent n'importe quoi. toucher du doigt. Là où il dit la vérité, c'est sur le fait qu'effectivement Mélenchon a changé de discours après 2010-2012. Il a eu une évolution parce qu'il a rencontré des personnes musulmanes qui lui ont dit bah, votre discours sur l'islam, il est juste nul en fait. Voilà. Et du coup, progressivement, il a évolué. Et effectivement, on a le droit d'évoluer. Voilà, on peut changer en fait. Et voilà. Par contre, Nolo, lui, bon, la seule chose qui a évolué, c'est qu'il a fait un AVC, quoi. Cette réalité à une partie du public, mais vous avez raison, LFI, malheureusement, tient de la secte, à la fois le parti lui-même et ceux qui votent pour lui, donc ça va être très difficile. Mais si on peut limiter les dégâts, ce sera pas inutile, et puis surtout, moi je trouve que le démontage intellectuel, même si vous avez raison de rappeler que c'est un pamphlet, n'est jamais inutile. Voilà, de revenir un peu à d'où ça vient, d'où c'est parti, et surtout où ça va. Après, les citations qu'il a fait de Mélenchon à l'époque, je les confirme pas, parce que je suis pas sûr du tout qu'il l'ait dit en ces termes-là, etc. Ce qu'il disait tout à l'heure, genre il ne faudrait pas qu'il y ait la moindre femme voilée en France. J'ai pas l'extrait de Mélenchon en tête où il dit ça. Il a peut-être dit quelque chose d'approchant, mais là comme ça, bon, je ferais pas confiance sur les citations parce que voilà. Vu que le mec ne se souvient même pas être allé sur le service public il y a même pas un an, bon. Michel, d'ailleurs, c'est une question aussi qui s'adresse à vous, Éric Nolot, est-ce que vous pourriez trouver une qualité à Mélenchon? On dit, pas pour vous aider, mais on dit parfois que c'est un bon orateur. Pour une vidéo NPC, il est très laïcard. Il était très laïcard, hein, c'est clair, hein. Et il disait des trucs du genre, effectivement, que le voile, c'était voilà, pas féministe et tout. Mais plein de vieux gauchistes pensent ça. Il y a plein de vieux gauchistes qui sont là-dedans, hein. Faut être d'élu, hein. Clairement, et qu'il est plus cultivé que la moyenne de ses contemporains dans la classe politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous validez ou vous dites non, parce que j'ai fait quand même une longue litanie de griefs en rappelant les griefs d'Éric Nolot. Est-ce qu'on peut lui trouver des... Peut-être pas, hein, j'en sais rien, mais je pose la question. Est-ce qu'il peut avoir une qualité? Je sais pas, hein, non, peut-être une qualité qu'il a lu des livres, par exemple. Ça, on pourrait le dire ou pas, s'il vous plaît, ne me tapez pas. Mais par exemple, pour la question de l'orateur, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission, mais je me souviens du discours de Marseille où j'étais bluffé par sa capacité à embarquer la foule. Alors oui, les ficelles sont grosses, oui, il y a des effets sophistiques et de rhétorique, mais on s'adresse à je ne sais pas combien de milliers de personnes. Et je voulais savoir... C'est la Mépris, campagne de hein. 2022, ça. Oui, je crois, oui. S'il avait un prompteur ou s'il improvisait. Il n'avait pas de fiche et il a tenu plus d'une heure, je crois, sans fiche, avec quelque chose d'assez bien construit, avec des citations. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'il improvise. Voilà, quelqu'un fait des citations de mémoire, quelqu'un ne raconte pas de la merde en parlant. C'est pas possible. Comment il fait? Moi, je n'arrive pas à parler sans dire de conneries, se dit Michel Onfray. Éric Nolot de renforcer. Oui, c'est vrai que moi, regarde, j'ai parlé pendant 18 minutes, à la moitié, puisqu'au final, ils ont partagé le temps de parole. 9 minutes, il a réussi à nous caler je sais pas combien de conneries et de mensonges. Donc effectivement, ils sont très impressionnés par le fait que Mélenchon puisse parler sur une estrade et ne pas dire de merde pendant plus d'une heure. C'est vraiment impressionnant pour eux. Évidemment, comme les images sont fournies par les équipes, s'il y a des prompteurs quelque part, les prompteurs ne sont pas dans l'angle du tournage, donc on ne les verra jamais. Et il faut le savoir. Donc ils sont planqués. Il faut le savoir, hein. Voilà, il a forcément un prompteur, hein. C'est vrai que Mélenchon, il n'est pas connu pour pouvoir faire des tirades pendant 45 minutes sans respirer. C'est vrai que c'est pas du tout... non, il a sans doute un prompteur caché, on ne le sait pas. Dire des choses qui donnent l'impression qu'il va, il vient, Ouais, il se ils ont déplace. tellement le seum. En fait, ils sont jaloux. En fait, ils sont de la même génération. Mélenchon, Nolo, Onfray, au final, c'est à peu près la même génération. Peut-être Mélenchon est légèrement plus vieux qu'eux, je sais pas. Mais c'est plus ou moins la même génération, des boomers, quoi. Et en vrai, ils ont le seum. C'est des semards. Ils ont le seum qu'il y ait quelqu'un qui puisse parler à des foules, qui puisse attirer les gens, etc. Alors que eux, finalement, ils n'attirent que des complotistes bizarres, que des racistes bizarres, que des gens, ils sont obligés d'après de dire oh, je suis pas homophobe, hein, mais quand même, hein, les homosexuels, hein, c'était quand même des collabos pour la plupart. Hein. Voilà, ils sont donc c'est sûr quand tu tiens ce genre de discours, etc. Ben t'as le public que tu mérites, quoi. Alors que Mélenchon, ben lui, il parle aux jeunes, il parle à des gens de tous âges. C'est la force de gauche la plus importante, alors que vous vous alliez avec l'extrême droite, vous sucez CNews, genre voilà, tout est dit en fait. 6 prompteurs, c'est pas compliqué. Il y en a toujours un qui lui permet de. Donc un orateur, c'est pas quelqu'un qui lit un bon texte. Parce que ça, c'est pas suffisant. C'est quelqu'un qui est capable, à l'oral, de montrer qu'il a du brio. C'est quelqu'un qui est capable à l'oral
Ah oui, d'accord. Ok, Michel. Ok. Ah ouais, de montrer quoi du coup D'accord. Ok, ah ouais. Ouais, donc on a compris. Toi, t'es pas brillant du coup. On a compris ça. Ok. Comme c'est un, Et c'est surtout, un, essayer de faire Mélenchon là-dessus, alors que c'est évident que Mélenchon, tu regardes toutes ses interviews, s'il peut te dérouler, il te déroule. Il te déroule sans fiche, sans rien, pendant 48 minutes. C'est genre, si tu le coupes pas, il s'arrête jamais, Mélenchon, en fait. Donc, c'est le pire, vraiment, c'est le pire argument contre lui, mais en fait, il le déteste tellement, c'est tellement des semards que même ça, il peut pas le reconnaître. Il peut pas dire, c'est vrai que c'est un grand orateur, et quand même, quand il est sur une scène, il arrive à dérouler, quoi. C'est tout, juste ça. Ils n'arrivent pas à le reconnaître. Ils sont en mode, oh non, il a sans doute un prompteur caché, parce que quand on est brillant comme moi, eh bien, on arrive à on arrive à on arrive à on arrive à voilà, avec l'oralité, quoi, tout simplement, quoi. Hein, oui. marchand de tapis, c'est-à-dire il ment comme un arracheur de dents. Il dira c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Il y a des gens comme ça. Il y a l'ancien patron de Libération qui est comme ça, Geoffrin. Il dit ben, vous avez dit ça, c'est faux. J'ai pas dit ça. Si, non, c'est faux, vous inventez. De toute façon, vous inventez tout le temps, vous dites des choses, c'est vous qui inventez. Non, mais je vous assure. Geoffrin insupportable, hein. Geoffrin est absolument détestable. Pas pourquoi il passe de Geoffrin à Mélenchon alors que Geoffrin déteste Mélenchon, peut-être encore plus qu'eux, donc bon, bref. Mais c'est pas vrai, je vous dis que c'est pas vrai. Alors là, comment on fait pour débattre avec des gens qui vous disent que vous Geoffrin, mentez, vous dites ah ben il y en a un qui ment, c'est pas qui c'est. Et quand il est dans des débats, il n'a peur de rien, c'est-à-dire la grossièreté, la méchanceté, la vilainie, la mauvaise foi, le mensonge éhonté, l'insulte, l'attaque ad hominem, l'invention, etc. Ouais, etc. c'est tout ce qu'ils ont utilisé depuis le début, quoi. C'est pas mal quand même, c'est marrant. C'est marrant. Ils devraient s'appliquer ce qu'ils racontent à eux-mêmes au bout d'un moment, hein. Parce que ce serait plus précis, quoi. Oui, c'est eux qui disent ça, oui, c'est un truc de fou, hein. Je crois qu'ils parlent d'eux-mêmes, hein. Et surtout que lui, il vient de faire un glissement en parlant. Il parlait de Mélenchon et il est obligé de glisser sur Geoffrin en mode oui, Laurent Geoffrin quand on lui parle. Mais Laurent Geoffrin, il a rien à voir avec Mélenchon en fait. Ils se détestent, Laurent Geoffrin et Mélenchon. Donc vraiment, CSC total. Qu'est-ce que tu racontes? Geoffrin, il est sur CNews à débattre avec toi en fait. C'est. Bref. On sait, à une époque, par exemple, il y avait des débats pour je ne sais quel présidentiel, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui parle peut-être d'un Giono, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ah oui. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, il y a Giono, ceci. Et là, d'un seul coup, il commence à nous faire un cours sur Giono, etc. On se dit, bon, il y a quelqu'un qui a filé l'info, Ouais. et qui a dit, bon, dis donc, ils vont parler de Giono, etc. Il y en a qui, tu me fais une fiche sur Giono, l'autre qui lui fait une fiche sur Giono, puis d'un seul coup, oui, Giono, bien sûr, ce livre écrit en 1928, publié chez Gallimard, Oui, qui fait fait bien d'ailleurs aussi. 138 pages, nous dit à la page 3 que, etc. On se dit, bon, on ne va pas se laisser avoir avec ça. Donc effectivement, On s'en branle totalement là. c'est un bon bonimenteur qui fait que quand on est devant sa télévision, on se dit ah c'est pas mal, il fait le spectacle quoi. Mais il est capable de faire un spectacle inverse quoi. Ils parlent vraiment C'est-à-dire d'eux-mêmes, qu'il c'est un joue truc de la fou, veille, hein. le lendemain il joue Alors, Félo. le nombre de trucs qu'on a écouté de Onfray qui faisait le spectacle à la télé en racontant absolument n'importe quoi et en étant en total roue libre, je veux dire, oui, il fait le spectacle. Ouais, c'est sûr. Bah là, il est en train de faire le spectacle, par exemple, en ce moment même, hein. Après ça va être la biche et puis il est capable de passer de. Qualité égale bon menteur, ouais, c'est ça. c'est Donc ça. il a ce talent de vendre des chaussures, des chaussettes, du dentifrice. Un jour il vend du Jaurès, un jour il vend du De Gaulle, là il vend de l'islamo-gauchisme. Jadis il a vendu de l'anti-Maastricht. Moi je me souviens de ce type qui nous disait que Maastricht était formidable, fantastique, merveilleux. Éric Nolot le rappelle. Mais oui, et puis fort heureusement, et il a bien raison d'aller chercher tout ça. Pareil, quoi. là-dessus, il a évolué, effectivement. En 92, il était pour Maastricht, mais ensuite, il a évolué. Quand il nous dit que Il s'est les rendu, Danois... il s'est rendu compte de son erreur. Donc moi, c'est plutôt une qualité que je cherchais quelqu'un, en fait. C'est pas... si quelqu'un reconnaît une erreur qu'il a fait, je trouve que c'est vraiment c'est très inélégant de lui dire « Oui, mais t'avais fait cette erreur en 92. T'en souviens quand t'as fait cette erreur en 92 ?» Oui, je m'en suis expliqué en 2002, en 2003, en 2004 et 1000 fois depuis. Donc effectivement, tu vas me reprocher combien de fois d'avoir fait cette erreur en 92, en fait. Au bout d'un moment, quand on s'est excusé, ce qui est élégant, c'est d'accepter les excuses de la personne et de passer à autre chose. Après, évidemment, il y a des circonstances, tout n'est pas à mettre sur un pied d'égalité, mais les gens qui sont trompés et qui évoluent, ben, c'est une bonne chose, en fait. Et les gens qui n'évoluent pas et qui disent « Moi, j'ai toujours eu raison, j'ai toujours écrit des livres géniaux, parfaits, absolument géniaux, je me suis jamais trompé sur rien de toute ma vie », ben, trou de balle, en fait. 99% de chances que quelqu'un qui vous dit ça soit un trou de balle. Soyons honnêtes. C'est genre, bien sûr qu'on fait des erreurs, bien sûr qu'on évolue, bien sûr qu'on change. Si vous ne changez pas, vous êtes un trou de balle. Voilà, c'est ça la réalité. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'avais dit que j'allais faire que des vieilles expressions aujourd'hui. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Quand ils avaient voté contre, c'était pareil, c'était des gens qui n'avaient rien compris de ça. Aujourd'hui, ils défendent exactement l'inverse. Ce que dit fort justement... Onfray, il a beaucoup changé en même pas 20 ans. Il a changé, mais est-ce qu'il va te admettre qu'il a changé? Est-ce qu'il va admettre qu'un de ses vieux livres était nul, tu vois? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je
pense qu'il a un beaucoup trop gros ego pour ça. Eric, sur la question de l'islam. Mais personne ne fait ça. En disant, il a dit et il dit, il a dit et il dit, etc. Moi, je peux le dire, par exemple, hein, un truc sur lequel j'ai changé. Avant, j'étais abstentionniste. Je pensais que ça ne servait à rien de voter, que c'était participer à une parodie de démocratie, etc. J'avais des grands discours, je cassais les couilles à tout le monde avec ça. En 2022, j'ai voté pour la première fois de ma vie à une élection présidentielle. Et donc, j'ai changé là-dessus, j'ai évolué. Maintenant, pour moi, je pense toujours ce que je pensais avant, dans le sens où je pense quand même que les élections telles que sont présentées sont une immense blague et qu'on se fout de notre gueule et que c'est pas ça la démocratie, etc. Mais ça m'empêche pas d'aller mettre mon bulletin dans l'urne et de participer à cette blague en mettant le point que je peux dans le jeu pour essayer de faire avancer les choses dans le meilleur sens possible. Voilà, j'ai évolué là-dessus, j'ai changé là-dessus. Je trouve que je me trompais de ne pas voter avant. Voilà. Moi, c'est aucun problème à le reconnaître. Je pense même que c'est une bonne chose de le reconnaître et qu'on évolue, qu'on avance. Et on peut changer, en fait. On peut changer. Donc, bref. Et en prenant ça depuis le début. Ce type il est capable de faire l'éloge de Mitterrand. Si vous faites l'éloge de Mitterrand, vous défendez un type qui a eu la francisque, un type qui a été vichiste et maréchaliste, un type qui a été girodiste, un type qui a été ministre de l'Intérieur et de la Justice pendant la guerre d'Algérie. C'est ce type que vous défendez. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à aller chercher. On n'est même pas tenu d'avoir un modèle. On n'est pas tenu de dire il faut Mitterrand, faire Rocard ou Mendès. C'est le seul point que je lui donnerais. C'est vrai que la fascination de Mélenchon pour Mitterrand, ça m'a toujours un peu gavé. Parce que Mitterrand, c'est pas quelqu'un, personnellement, que je porte dans mon cœur. C'était un magouilleur, c'était un menteur. Enfin, c'est pas le genre de personne que je respecte, effectivement. Et c'est vrai que Mélenchon est en pamoison devant Mitterrand. Ça, c'est vrai. Il ne choisit pas. Mais il y a ça en permanence chez lui et c'est un formidable coup de bluff. Donc, c'est pas pour moi une qualité, ou alors c'est la qualité du type qui est capable du prestidigitateur, quoi. Il fait du bon ton, on se dit, ce type est doué, il a réussi à faire disparaître... Moi, du Kosovo qui dit, moi avant je regardais pas ton stream, et là je les écoute pratiquement tous, j'ai changé. Ah ben c'est possible de changer aussi, hein. Et dans l'autre sens aussi, il y a des gens, ils m'ont écouté pendant 2 ans de fou, et puis à un moment ils arrêtent pour raison X ou Y, et voilà, il n'y a pas de... Pas à le prendre mal non plus, c'est comme ça, on évolue, on change. Mais en tout cas, plaisir de savoir que maintenant t'aimes bien les streams, ça fait plaisir. Petite balle là sous les 3 verres de la pièce et on se dit donc oui, je lui reconnais un talent de prestidigitateur et de menteur. Mais il y a un truc, il y a toujours un truc. Moi je trouve que les ficelles sont grosses, je trouve que l'imitation de Mitterrand est très visible parfois jusque dans les accessoires. Et ensuite, Michel vient d'évoquer un cas très cadré qui est celui d'un meeting sur lequel on a quelques doutes. Mais observons-le dans d'autres situations. Les débats télévisés. Je me rappelle d'un débat contre Zemmour, où l'argument, au bout de 5 secondes, c'est « à la niche le chien ». Oui. Je trouve que d'un point de vue des capacités oratoires... Oh, il a mal parlé de son ami Zemmour. Oh, ouin. Ben ouais, basé, hein, à la niche Zemmour. d'élaboration d'une pensée, je trouve ça assez moyen. Il s'énerve quand même très très rapidement. Moi, entre 2 émissions, je rappelle ce passage. Non, le truc, c'est pas forcément qu'il s'énerve très rapidement, c'est qu'il déteste les journalistes. Et en fait, dès qu'il y a des journalistes dans sa présence, il s'énerve. Ça, c'est vrai qu'il a vraiment beaucoup de mal à se contrôler auprès des journalistes. Ça a l'air d'être un truc vraiment épidermique chez lui. Il déteste les journalistes. Et donc, dès qu'il est face à des journalistes, il s'énerve. Mais quand il n'est pas face à des journalistes, il s'énerve pas particulièrement à Mélenchon. C'est vraiment les journalistes qui l'énervent. Il a quand même essayé de me frapper. Donc, Ah bon? C'était au moment où il avait refusé que vous participiez à l'émission. Voilà, il m'avait banni du plateau, mais ça ne suffisait pas. Vous animiez l'émission d'après, et donc vous avez fini par vous croiser. Voilà, et là, il s'est mal passé. Donc il voulait me frapper. Je trouve que c'est quelqu'un qui est plus... Ça le fait remonter dans mon estime, hein, au fond. Sanguin. Vrai de vrai. Hein. Je me dis, c'est un humain, quoi. Il avait envie de frapper Nolo. Quelque part, ouais. Qu'un orateur. Et puis, il y a une scène que je rappelle qui est quand même très troublante. Et c'est étonnant, en fait. Quand, après avoir fait le malin à Marseille, il croise, par hasard ou pas d'ailleurs, Macron dans la rue. À Marseille, oui. Alors là, ça change tout à fait de ton parce qu'il s'aplatit comme une carpette. Et moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est pas seulement qu'il passe de tigre à caniche, c'est que, je parle sous le contrôle de Michel. Donc il était en mode, c'est incroyable. Hein. Il était il y a 2 secondes en mode, ce que je trouve pas bien, c'est que quand il a débattu avec Zemmour, il lui a dit à la niche. Et là, il le compare à un caniche, mais la seconde suivante. Et genre, il est en mode, oui, là, c'est bien par contre. Là, ça va. Là, j'ai comparé moi à un chien, là, c'est bien. Moi, je suis à ce niveau, quoi. Je pense que la combinaison de ce lyrisme faisandé, qui est celui de Mélenchon, de la lâcheté physique et du goût pour la violence... Lâcheté physique, mais il a voulu te frapper.
Ouais, enfin, il peut pas l'accuser à la fois d'être lâche physiquement et d'avoir voulu te frapper. Au final, il s'est retenu, il a pas frappé. Donc voilà, il n'y a pas rien à lui reprocher. Il a eu envie de frapper Eric Nolot. Qui n'a jamais eu envie de frapper Eric Nolot? C'est pas condamnable d'avoir envie de frapper quelqu'un. On peut avoir envie de frapper quelqu'un. L'important, c'est de ne pas le faire, de ne pas passer à l'acte. Voilà. Donc, il n'est pas passé à l'acte. Il a eu envie de frapper Eric Nolot. Ben voilà, il a eu envie de frapper Eric Nolot en fait, comme tout un chacun, j'ai envie de dire. Pas moi en tout cas, non, bien sûr. Donne des tyrans particulièrement sanguinaires, s'ils arrivent à leur fin, c'est-à-dire au pouvoir. Donc, je pense qu'en plus de la doctrine, qui est très inquiétante, la personnalité de Mélenchon aggraverait encore les choses. Donc, je pense que cette scène dans la rue avec le président de la République dit beaucoup et avive encore mes inquiétudes. Et aussi, Même d'un point de vue de l'éthologie, si je puis me permettre. Mais du coup, il est inquiet pourquoi? Il est inquiet que si Mélenchon est élu, il va redevenir gentil en fait. C'est du coup bon. Après, c'est vrai que la séquence où il est gentil avec Macron, bah, elle est un peu, c'est vrai qu'elle est un petit peu CSC parce qu'il est tellement véhément quand il est en discours et quand il est là, il a les mains dans le dos et tout en mode ah oui, le monsieur le président, il est tout gentil, c'est vrai. Et au final, bon, bah, c'est quand même qu'il sait aussi se comporter et il sait ne pas être, ne pas vexer une personne, il ne va pas lui crier dessus, faire des coups d'éclat. Vous voyez, s'il avait fait ça, ça lui aurait été reproché fois 1000. En mode ah oui, quand il était face à Macron, il n'a pas su se tenir, il lui a mal parlé, il a fait ceci, cela. Bah, là, il lui a bien parlé, il s'est pas énervé et du coup, vous lui reprochez aussi. Donc bon, c'est D'un point de vue de l'éthologie, on il a voit. peur de se prendre une patate de Méluche, mais il est jaloux qu'il soit gentil avec Macron. Oui, c'est ça, oui. Il a pas frappé Macron, ouais. En fait, il lui reproche tout et n'importe quoi. Tout est bon. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est pas bien. C'est ce qu'il fallait pas faire. C'est islamo-gauchiste, je sais pas quoi. C'est un truc de fou, quoi. L'animal en posture de dominer. Là encore, on parlait tout à l'heure dominant, dominé, actif. La scène avec Macron, vous La parlez. scène avec Macron, il avait été extrêmement violent avec Macron, et puis d'un seul coup, paf, il se rend compte. D'ailleurs, je pense que ça a été organisé et pour l'un et pour l'autre. Sans doute. Et l'autre dit, Macron qui dit en gros, ben alors... Après, j'aimerais bien les voir eux avec Macron. Hein. Comment il parlera à Macron s'ils étaient en face de lui? Moi, j'ai jamais dit ça, moi. J'ai pas dit ça. Non. Et 2 heures plus tard. Hein. Oui, oui. Oh. Et d'ailleurs, on s'entend bien, n'est-ce pas, Monsieur le Président et l'autre qui jubile, et qui dit, bah oui, bien sûr. Il lui C'est promet pareil, que- ce truc. Vous voulez qu'on le regarde? On va le regarder. Hein. Mélenchon rencontre Macron. Elle est cultissime cette vidéo, faut l'avoir vue une fois quand même. Combien elle dure celle-là? 1 minute? On va prendre la plus longue, 3 minutes. On va prendre ça, allez. Oui, mais monsieur le président, je suis très flatté que vous soyez dans ma circonscription. Ça ne doit pas vous donner des ambitions indues. C'est ce que j'ai fait, j'ai l'impression que vous On n'entend rien du tout. Hein. amené Madame Merkel se promener un peu là. Est-ce que vous avez une réagir avant de repartir? Pardon. Bonjour. Madame la ministre, bonjour. C'est moi qui suis là ce soir. Oui, derrière, oui. Alors, toujours vivant. Bonjour, vous êtes passé Bonjour. Enchanté. Vous entendez bien? J'entendais bien de Vous vous entendez finalement avec Monsieur Mélenchon? par d'anciennes parler, moi. fréquentations. Absolument. La terre de la confrontation, c'est Marseille pour vous deux finalement. Les journalistes qui mettent de l'huile sur le feu à côté. On a échangé tout à l'heure dans un échange républicain et moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec Monsieur Mélenchon. Et Macron, il est gentil avec lui, il va pas lui cracher à la gueule, lui mettre une tarte. Il tire la gueule. Bah tu m'étonnes, il est pas à l'aise. On n'a pas toujours les mêmes idées sur tout. En même temps, je comprends pas, il aurait dû te démarrer au coup de... C'est ça en fait, c'est genre si là Mélenchon avait crié la République c'est moi en levant les bras ou lui avait dit Macron vous êtes un assassin ou je sais pas quoi, ils auraient été sur le même canapé en train de dire en plus Mélenchon, on peut pas lui faire confiance. Quand il a rencontré Macron, il lui a crié dessus. Vous voyez, en fait, peu importe ce que fait Mélenchon, c'est cette fable, je crois que c'est un conte arabe, cette histoire d'un mec qui passe avec sa femme et son âne et il y a 2 mecs qui sont posés et peu importe comment il s'est organisé, qui est sur l'âne, qui n'est pas sur l'âne, ils ont un truc pour critiquer. Donc c'est ce truc-là, quoi. J'ai très mal raconté, mais vous avez la rêve, je pense. Non, il y a des fois où ça arrive, mais en tout cas c'est toujours respectueux et c'est toujours intéressant. Oui, c'est bien. Parce que votre adversaire, c'est plus le Front National que lui-même finalement. Ah, j'ai aucun doute. Ça, j'ai. Bon, alors ça vous a plu? On a des confrontations politiques, mais Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Ah, c'est là. Vous avez dit que c'est le plus grand. Le journaliste, il dit, voilà, vous avez dit que Macron était xénophobe, et il est là, papa, j'ai pas dit ça, alors qu'il l'a dit. Hein. Xénophobie, Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, Si, vous si, l'avez vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Alors,
Non, ça m'étonnerait. Moi, Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le Et croire. Macron, qui est bon joueur, qui dit ah, ça m'étonnerait qu'il ait dit ça. Non. Peut-être une légère exagération. Un marseillaise. contre-humaniste, vous avez dit. Légère exagération marseillaise. Non, mais vous avez été content, alors elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas? Ah non, sur le. Non. Je sais pas de quoi il parle. Moi, je ne lâcherai pas non plus. Et vous l'avez fait regarder un peu la Méditerranée, tout ça? Donc là-haut, vous étiez bien. Ouais, très bien. Il y a au Qu'elle se rende compte, parce que sans blague, c'est pas dans sa culture. Hein. Et c'est pas de quoi il C'est la s'agit. Baltique. Oui, puis elle vient de l'Est. Parle de Merkel, ouais. Je sais pas trop. Hein. Mais on continuera cette échange. Oui. Mais je vous ai promis de vous amener une carte que vous n'avez jamais vue, la Méditerranée. C'est vraiment la mer. Vous allez la voir depuis la mer Noire. C'est là Elle est incroyable cette carte. Je vois de quelle carte il parle. avec une très géographique. Dialogue. Ça, c'est qui est enclenché. Ça, c'est très important. Bon courage. Au revoir. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait Je plaisir. m'en doute. Bonsoir, Bon préfet. courage. Bravo, parce qu'il n'y a pas eu de... Voilà. Donc il n'a pas mis de coup de boule à Macron. Donc voilà. Alors, la carte de la Méditerranée. Carte de la Méditerranée. Comment il faut mettre? Inversé. C'est pas vraiment inversé le mot, mais. Je crois que c'est celle-ci. Je crois que c'est elle, Sabine Rétoré. Fait des cartes. Du coup, en plus, elle est en accès libre, la carte. En fait, c'est une carte de la Méditerranée. On voit rien là. La carte en bonne qualité, voilà. C'est une carte de la Méditerranée, mais inclinée. Et du coup, là, c'est l'Espagne. En haut, vous avez l'Espagne. Là, c'est l'Afrique. Donc, à gauche, vous avez l'Afrique. Et à droite, vous avez l'Europe. Donc là, on voit l'Espagne, l'Algérie, le Maroc de ce côté-là, la Corse et la Sardaigne qui sont là, du coup. Et vous voyez, ça donne une vision, en fait, je ne sais pas si c'est très clair là, ça donne une vision totalement différente de ce qu'est la Méditerranée. Et effectivement, ça va jusqu'à la mer Noire, ça va voilà, jusqu'à l'autre côté, jusqu'à l'Ukraine, en fait. Odessa, ici, la Crimée qui est là, la Turquie, bien évidemment. Et on voit, en fait, le bassin méditerranéen, à quel point il y a toute notre histoire, en fait, depuis il y a jusqu'à Gaza. Hein. Gaza est dans la Méditerranée, dans cet espace en tout cas. Et cet espace du coup géographique, ben, vous avez tout. Vous avez l'Égypte antique, vous avez la Mésopotamie, bon, qui est plus vers là, mais voilà, la Mésopotamie qui a donné ensuite le judaïsme, le christianisme. L'islam, c'est encore un peu différent, mais il s'est répandu dans toutes ces régions. Voilà, la Grèce antique, bien évidemment. Je vous envoie le lien du site de Sabine, du coup, qui fait ses cartes. Elle en a fait plusieurs. Je vous mets le lien là, de la carte de la Méditerranée, mais vous en avez plusieurs sur le site. Sabine Rétoré, du coup, qui voilà, vraiment fait un travail excellent. Et je l'ai vu en vrai, cette carte. Je l'ai vu affichée quelque part, c'était à Gizonach. Et du coup, c'est ultra intéressant parce que voilà, on voit toute la culture grecque, du coup, qui est dans l'actuelle Turquie et l'actuelle Grèce. Ensuite, évidemment, l'Empire romain en Italie. Toute la culture méditerranéenne, jusqu'à, comme je disais, les invasions arabes en islam, en Afrique du Nord, jusqu'en Espagne, etc. Toute, en fait, notre histoire religieuse, elle est quasiment née dans cet espace-là. Et notre histoire, pas que religieuse, du coup, aussi diplomatique, impérialiste, ce que vous voulez, en fait. C'est vraiment notre espace commun à nous, les gens. Moi, je suis corse, hein, donc voilà, oui, je vis là, je suis né là, j'ai grandi là. Je me sens de cette culture-là, en fait. Pour moi, ça fait beaucoup plus sens que de me dire que je suis français. Vous voyez, je me sens beaucoup plus proche d'un Tunisien, et je le suis, en fait, physiquement, géographiquement, que d'un Lillois. J'ai rien contre les Lillois en particulier, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est, au fond, notre espace commun, il est là. Je me sens plus proche des Espagnols, des Siciliens, des Toscans. Après, les Lillois, bon, non, mais j'adore les Lillois en plus, c'est pas du tout contre les Lillois, mais vous voyez ce que je veux dire, et je pense qu'un Lillois se sentira plus proche d'un Belge que d'un Marseillais. En termes de culture, j'entends. Ça veut pas dire qu'on peut pas être amis, ça veut pas dire qu'on peut pas partager des choses, bien évidemment, c'est pas ça que je veux dire. Mais notre culture, elle est née là, quoi. La culture méditerranéenne, c'est un vrai truc, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, à le passer un peu de côté dans des volontés impérialistes, en fait, alors en vérité, historiquement, c'est ça, quoi. Donc, ouais. Mais bref, oui. Donc, ok. Donc, bon, ils ont fait Mélenchon sur ce moment que c'est vrai qu'il n'est pas glorieux,
clairement. Mais est-ce que c'est suffisant pour le faire? Surtout quand on lui reproche dans la même respiration, dans le même mouvement, il lui reproche d'être trop colérique, et que quand il y a Macron, il n'est pas colérique, quoi. Donc c'est qu'il n'est pas si colérique que ça, c'est qu'il arrive à se contrôler, c'est qu'il arrive à se... Voilà, donc bon. Est-ce que c'est vraiment une telle défaite pour Mélenchon et un truc qui fait qu'il ne faut pas voter pour lui parce qu'il n'a pas été méchant avec Macron, quoi. Il n'a pas mis un coup de boule à Macron, il n'a pas sorti une lame, mais il a fait Macron enculé. Donc ouais, ça, je pense que ça lui aurait été reproché aussi, en vrai. Donc bon. À la fin. Il dit, je vais vous envoyer une carte de la Méditerranée. Enfin là, on est dans la soumission totale, quoi. Oui. Enfin bon. Je crois que l'affaire est claire. En réalité, il y a une dimension C'est sûr psychologique qu'eux, ils vont pas parler de la carte de la Méditerranée que je viens de vous montrer, ça c'est clair. qui ajoute quelque chose à la dimension politique et qui l'aggrave. Dans les deux cas, là, et évidemment, je suis sur le cas de Mélenchon, il faut savoir écouter ses adversaires. légal. En effet. Il faut savoir écouter en même temps pour le macronisme. Il faut savoir écouter ce que dit Mélenchon. Guido, ce qu'il dit, c'est quoi ce crossover de con? Je sais pas pourquoi on est là-dedans, mais on est là-dedans. Là, je suis chaud pour tout regarder, du coup, vu qu'on est déjà à 24 minutes. Mais c'est une catastrophe de bout en bout. En même temps, bon, il y avait écrit Nolo Onfray sur la vidéo, donc forcément, ça allait pas être... voilà, quoi, mais vraiment horrible. Hein. C'est horrible. Hein. Horrible. Il y a des choses sidérantes, donc il faut... Moi, je parle de ce qu'il dit, c'est pas, je n'invente pas, je ne lui prête pas des propos. Non, vous le citez d'ailleurs. Tout est factuel. Donc en effet, je trouve que l'analyse découle d'elle-même. Simplement, il s'adresse à des gens qui n'en ont rien à faire, qui sont dans une forme de sectarisme, et que quoi que dise Mélenchon, ce sera bien. Je soutiens les dictateurs, donc la dictature, c'est bien. Un jour, je suis... mais il n'était même pas favorable à Maastricht. C'était un zélateur de Maastricht. Oui. Ah bah c'est super. Puis le C'est lendemain, il OPS. est complètement anti-Maastricht. Ah bah c'est super aussi. Donc en fait, les gens s'en fichent de la cohérence. Mais non, justement, c'est tout l'inverse, en fait. On veut que les gens restent cohérents et évoluent en fonction, effectivement, des changements d'opinion qu'ils peuvent avoir, et ne pas rester marbrés dans un truc dans lequel on ne croit plus, parce qu'il faudrait être cohérent. C'est pas ça, la cohérence. C'est pas ça, la cohérence, c'est évoluer avec son temps, c'est évoluer avec ses idées, avec ses rencontres, s'informer, continuer de penser. C'est ça, la cohérence. C'est pas de penser la même chose en 92 et en 2024. Exactement. Alors je suis cohérent, je pensais la même chose en 88 et aujourd'hui. Bah t'es pas cohérent, t'es con. C'est pas ça, quoi. C'est le seul qui est à peu près cohérent, mais c'est clair. C'est le seul dont le programme se tient de bout en bout, est véritablement cohérent, dont les actions sont cohérentes, effectivement. C'est clair et net. Mais voilà, mais on est sectaire apparemment. On est sectaire et on veut manger notre caca. Voilà. Parce qu'on est cohérent, bien sûr. Ils réagissent à des mots-clés. C'est un révolutionnaire, c'est un homme de gauche. Alors, mais non, Moi, mais je dis qui pense que Mélenchon est révolutionnaire? Genre, c'est qui pense ça, en fait? On sait tous que c'est un sauce d'M, Mélenchon. Genre, absolument personne ne pense qu'il est révolutionnaire. Genre, en tout cas, pas moi. Hein. Clairement pas. Hein. Censuré par le bot de Kali. Ah bon? Mon bot a censuré? Qu'est-ce qu'il a fait, le bot? Normalement, le bot, il fait rien. Hein. Il a censuré quoi? Peut-être t'as dit un mot interdit sur Twitch. Parfois, il y a des mots interdits sur Twitch qui sont bloqués de base. En général, c'est des insultes, donc bon. Ouais, je vois pas ce que c'est, là, ce que t'as mis. Con errant. Alors, on va autoriser con errant. Je pense que con errant, ça va, c'est pas trop violent. Con errant, trop bizarre que ce soit interdit, ça. Trop bizarre. est sans doute un révolutionnaire, mais il est d'une gauche fourvoyée. Et je pense que c'est lui-même qui l'avoue à longueur de journée, à longueur d'articles, à longueur de déclarations. Entendons Mélenchon pour le combattre. Vous vous rappelez d'ailleurs qu'en 2015, encore en 2015, il condamne le terme d'islamophobie, Bien sûr. en disant qu'on a parfaitement le droit de critiquer l'islam, alors qu'Henri Peña-Ruiz, qui était à la France Insoumise et qui a écrit d'ailleurs dans le Front Populaire, a été traité de raciste aux universités d'été de la France Insoumise en 2019, parce qu'il revendiquait aussi, lui, que le terme d'islamophobie, il fallait quand même arrêter de le sortir à toutes les sauces. Mais la question c'est, vous n'avez pas l'air de lui... Il faut arrêter de le sortir à toutes les sauces, comme il a dit, ou faut jamais l'utiliser, c'est pas la même chose. Parce qu'effectivement, que parfois, moi par exemple, pour donner un exemple typique, moi j'aime bien des hommes concrets, ancrés dans la réalité. Mais récemment, il y a tout un truc sur les apostats, Jack Le Fou, tout ça. Et moi je pense qu'ils ont tout à fait le droit de faire ce qu'ils font, vous voyez, de critiquer l'islam. Surtout si c'est une religion dont ils viennent de base, ils ont d'autant plus le droit de la critiquer. Il n'y a pas de problème à critiquer l'islam, c'est pas ça le problème. Le problème c'est quand on utilise des politiques contre l'islam pour discriminer des millions de personnes, en fait. C'est ça le problème. Et ça, je pense que ça n'est même pas dans le cadre de la critique de l'islam. Quand on utilise l'islamophobie, comme eux le font, en fait, en mélangeant islamisme et musulmans, etc., effectivement,
C'est une forme d'islamophobie de penser que tous les musulmans, quasiment, sont des islamistes et qu'ils constituent une masse, vous voyez, d'électeurs qui seraient agités par la gauche. Ça, c'est islamophobe, effectivement, oui. Parce que c'est juste pas basé sur la réalité et c'est complètement faux. Donc voilà, et ça sert à discriminer des gens intégralement en tant que... Voilà, quand on vous dit que, en gros, vous pouvez pas être un musulman, c'est ce que dit Zemmour, hein, c'est ce que dit Zemmour, et c'est ce que visiblement pense Nolo également. Donc quand on pense qu'on peut pas être musulman parce qu'on est forcément un couteau de l'islamisme caché dans la djellaba ou je sais pas quoi, c'est juste de l'islamophobie en fait, ça. C'est clair et net. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut jamais utiliser le mot islamophobie, même quand il y en a clairement, ou est-ce qu'il faut voilà, éviter de l'utiliser abusivement? Moi je suis bien d'accord, effectivement, parfois il y a des accusations qui sont un peu forcées, voilà, que ce soit de racisme, de misogynie, mais après ça reste subjectif, ça reste à l'avis de chacun, et au pire, à l'avis de la justice, de trancher. Et voilà, c'est la justice qui tranche in fine, mais ne pas utiliser le mot, je trouve que c'est con. Et effectivement, le fait que Mélenchon ait évolué là-dessus, heureusement qu'il a évolué là-dessus, en fait, parce qu'effectivement, dire « il n'y a pas d'islamophobie, ça n'existe pas », je pense qu'il faut être sacrément aveugle pour nier qu'il y a une discrimination spécifique à l'égard des musulmans en France, en ce moment. Et il y en a des exemples, malheureusement, tous les jours. Ne serait-ce que l'imam qui a dit des trucs sur les drapeaux, il s'est fait virer de France. Ça, c'est pas islamophobe, en fait. Vous voyez, c'est de la pure islamophobie. Donc, si on ne peut pas utiliser le terme, pour moi, il y a un problème. Donc, les gens qui disent « non, il n'y en a pas, il n'y en a jamais, ça n'existe pas », vous mentez, en fait. Mais après, il ne faut pas non plus en voir partout. Et effectivement, quand des musulmans parlent entre eux de leur religion, sont critiques, ou des ex-musulmans, etc., sont critiques envers la religion, sortent des textes, etc., c'est tout à fait dans leur droit. Je pense qu'il ne faut absolument pas interdire de critiquer les religions. Ça s'appelle le délit de blasphème, en fait. Et moi, je suis totalement contre le délit de blasphème, qu'on ait le droit de critiquer le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, l'islam. C'est évident, quoi. Et là-dessus, moi, je suis très de gauche, et voilà, et je pense qu'il y a de l'islamophobie en France, mais je suis pour la critique de religion quand même. Ça ne m'empêche pas, oui, je peux penser les deux en même temps, on n'empêche pas, c'est la France, oui, ça c'est la France, voilà. Mais c'est incroyable qu'on doive toujours être dans une vision sans nuance, en mode c'est tout, rien, en permanence, c'est insupportable, quoi. Il n'a pas le bénéfice du doute pour vous sur je m'exprime mal, mais il pourrait avoir changé d'avis, entre guillemets. Vous vous dites, non, il n'a pas changé d'avis du tout. C'est de l'électoralisme pur, il fait des calculs. D'ailleurs, vous dites au début, vous faites 25 plus, je n'ai plus les chiffres, mais ça fait 50 ans qu'il est élu à droite à gauche, 50 ans de mandat, qu'il change de thèse, etc. Parce que par exemple, sur le nucléaire, ça n'a rien à voir, mais il a fait des papiers sur son blog en disant, écoutez, j'ai été pendant longtemps pro-nucléaire, parce que ça faisait partie de mon ethos dans mon milieu. On était marxiste, marxiste, productiviste, et le nucléaire, c'était les forces productives, etc. Ça allait nous apporter de l'énergie, c'était bien pour tout le monde, etc. Aujourd'hui, voilà, on parle plus d'écologie, je me rends compte que c'est une connerie nucléaire, voilà, bon. Il peut avoir changé d'avis. Est-ce que... Alors, à qui il s'adresse ? Sur le nucléaire, à qui il s'adresse ? Est-ce qu'il exprime une opinion ou est-ce qu'il envoie un message à destination d'un certain électorat ? Pour moi, la réponse est évidente, c'est le deuxième cas. Quand il change d'avis sur l'islamisme après une déroute aux européennes, vous trouvez que ça relève de la coïncidence ? Écoutez, sachons... Sur l'islamisme, alors je crois qu'il n'a jamais changé d'avis sur l'islamisme. L'islamisme étant une vision... Alors après, c'est vrai que le mot islamisme est bizarre, parce que de base, on dit christianisme, on pourrait très bien dire islamisme, vous voyez, comme juste la religion musulmane. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, le terme islamiste, il ne veut pas du tout dire quelqu'un qui pratique juste l'islam, c'est quelqu'un qui pratique l'islam de manière radicale, de manière littérale, qui a une vision extrêmement... typiquement, l'Arabie Saoudite. Hein. L'Arabie Saoudite, effectivement, ils ont une vision radicale, islamiste. Le terme technique, c'est takfiriste. C'est wahhabite takfiriste, donc le wahhabisme c'est ce mouvement religieux qui existe en Arabie Saoudite, et le takfirisme c'est le fait de penser qu'on peut tuer les gens qui ne sont pas musulmans, ou en tout cas qui sont considérés comme étant, le terme exact religieux, c'est quoi ? C'est hérétique, quoi. Je ne sais pas si on le dit en islam aussi, mais c'est ça le takfiri, c'est le fait d'imposer, entre autres choses, mais c'est le fait d'imposer par la violence et par la mort, les mécréants, effectivement, la mort aux mécréants. Et ça, il n'y a pas du tout tous les musulmans qui pensent ça. Il y a 1,5 milliard de musulmans sur la planète, ils ne sont pas tous à penser ça. Par contre, l'Arabie Saoudite, effectivement, elle est soutenue par Macron, pour le coup, et pas par Mélenchon. Donc, quand ils disent oui, ils soutiennent l'islamisme et tout, pour le coup, c'est plutôt tous les présidents français qui ont soutenu
le pays, un des pays les plus islamistes au monde, en achetant son pétrole, en lui vendant des armes, en lui permettant de faire la guerre au Yémen et tout. Donc moi, je suis totalement pour lutter contre l'islamisme, effectivement, tel qu'il est représenté par l'Arabie Saoudite, par le Pakistan aussi. Le Pakistan a une vision extrêmement rigoriste et assez sombre, à mes yeux, en tout cas, de l'islam. Et ça ne veut pas dire que tous les Pakistanais, évidemment, sont condamnables ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, j'aimerais pas vivre au Pakistan, personnellement. Avec mes idées, je pense que je tiendrai pas très longtemps. Et du coup, ben, ça, on en a conscience, on le sait, c'est comme ça. Mais c'est pas pour ça que on est pour les islamistes, en fait. Vous voyez, ça n'a aucun sens. C'est une vision sans aucune nuance qui nie totalement l'existence d'un islam français, même de plusieurs islams français. En réalité. Et donc, c'est voilà, encore une fois un regard généralisant, sans nuance, pour taper à gros bras sur Mélenchon sur tous les sujets, tout et n'importe quoi. Chaque truc où il a changé d'avis, c'est soit électoraliste, soit c'est parce qu'il est con, quoi. C'est un truc de fou quand même. Hein. Mais bref. C'est ce que nous dit LFI. Éric Coquerel a dit un jour, il nous a manqué 400 000 voix, nous savons où aller les chercher. Ils sont prêts à aller les chercher. Après, chacun fait ce qu'il veut tant qu'il n'y a pas d'agression sur d'autres pays. Ouais, complètement. Et au fond, le Pakistan, c'est eux qui ont été agressés par les États-Unis. Alors, avec l'autorisation, entre guillemets, des services spéciaux pakistanais, qui sont absolument terrifiants d'ailleurs, enfin par parce qu'ils sont extrêmement puissants, et du coup c'est eux par exemple apparemment qui cachaient Ben Laden, puisque Ben Laden, faut savoir qu'il a été arrêté, bon, on part dans une tirade sur le Pakistan, mais enfin, en vrai c'est un pays que je trouve ultra intéressant, le Pakistan, mais on pourrait faire un live dessus où on regarde des documentaires, où on en parle pendant un moment. C'est un pays magnifique déjà, il y a des paysages absolument sublimes. Et du coup, au Pakistan, il faut savoir que Ben Laden, il était donc au Pakistan, pas du tout en Afghanistan. Donc on a passé 20 ans, je dis on, c'est la coalition internationale, on a passé 20 ans, 20 000 milliards d'euros, je ne sais plus combien, des sommes complètement indécentes pour bombarder un pays, le réduire en cendres, alors qu'au final, Ben Laden, il était au Pakistan, dans le quartier de tous les généraux de l'armée pakistanaise. Donc vraiment le quartier de l'élite de l'armée pakistanaise. Voilà, au milieu, quoi. Il était au milieu, dans une cave, bon, voilà. Donc, déjà bizarre, un peu, l'odeur. Hein. Mais, enfin, voilà, qu'est-ce qu'ils foutaient là, quoi. Je veux dire, ils ont détruit le pays d'à côté, l'Afghanistan. Pendant ce temps, lui, il chillait tranquille dans voilà, les résidences de généraux, de services secrets, etc., quoi. C'est trop bizarre. En gros, c'est l'équivalent de Langley Falls, là où il y a les mecs de la CIA, ils vivent tous dans la même ville, plus ou moins. Langley Falls, on le voit dans American Dad, c'est l'équivalent de ça pour le Pakistan. Donc, déjà, voilà, quoi. Hein. Khalid Ben Laden n'était pas un musulman, c'est un sioniste de la CIA. Ouais, bon, ça après, c'est même sans parler de ça. Moi, il me semblait que les musulmans, au final, n'avaient pas le droit de dire qui était musulman, qui n'était pas musulman. Bon, après, ça dépend aussi de la vision de la religion qu'on a. Mais tout ça pour dire qu'au Pakistan, il y a plus de 1000 enfants qui ont été tués, notamment sous Obama, dans des frappes de drones, dans la vallée du Swat notamment. Donc, voilà, le Pakistan, qui n'était pas en guerre avec les États-Unis, a été bombardé par l'armée américaine, par des frappes de drones, et ça a tué plus de 1000 enfants en quelques années. Plus de 1000 enfants dans des villages perdus, extrêmement pauvres, etc. Donc voilà, hein, c'est ça. Enfin, c'est ça le sort qui a été fait au Pakistan aussi. Donc c'est-à-dire qui là-dedans est amoral? Est-ce que c'est le Pakistan qui pratique un islam rigoriste, ou est-ce que c'est les Américains qui utilisent des armes de technologie pour tuer des enfants par centaines? C'est bon, voilà quoi. Et c'est vérifiable tout ce que je vous dis, hein. Vraiment, allez le vérifier par vous-même. Hein. C'est absolument vérifiable, mais bref. Où elles se trouvent, dans les quartiers islamisés, et ils se donneront tous les moyens de les avoir. Et quand je dis tous les moyens, on en est à soutenir le Hamas, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ils ont laissé Madame Obono et d'autres dire que c'était un mouvement de résistance. Tout le monde sait que Jean Moulin éventrait les femmes enceintes, que De Gaulle, son plaisir, c'était de décapiter les nourrissons. Tous les messages politiques n'ont qu'un seul but, c'est un but électoral. Là, c'est des accusations, genre, mais faites-lui un procès en diffamation au bout d'un moment. Hein. Idéologique de Jean-Luc Mélenchon ni des autres insoumis, je crois à une mutation cynique. Et Chirac avait dit « je vous étonnerai par ma démagogie », je pense qu'on n'a rien vu. Je pense que plus on avancera, puisqu'il est évident qu'il sera candidat à la prochaine présidentielle. Hein, il y avait encore une émission ce matin sur Clémentine Autain, le recours, bon, tout ça est du fif au total. Il sera candidat, et là, comme ce sera son dernier tour de piste, là, on va être étonné par sa démagogie et son cynisme, et vous allez voir jusqu'à quel point il va donner des gages aux islamistes. Ça va être un spectacle absolument terrifiant, et qui se terminera encore une fois très mal. Ce qui se terminera peut-être par un deuxième tour Le Pen-Mélenchon, donc Le Pen au pouvoir, donc la guerre civile. Oui, d'ailleurs, vous le dites à la fin du livre, c'est-à-dire que Mélenchon... Attendez, donc c'est la faute... Attendez.
Si Le Pen est au pouvoir, c'est la faute de Mélenchon s'il y a la guerre civile. Je... je ne... Fais un livre sur Le Pen alors non, C'est incroyable de mauvaise foi là. Ils ont fait un livre sur le mec qui va perdre parce que ça va être Le Pen élu. Mais genre, CSC en fait. CSC, faites des livres, soutenez Mélenchon contre Le Pen en fait. C'est genre, vous êtes fous. En vrai, dans toute la merde qu'il vient de dire, je pense que oui, il y aura un duel Mélenchon-Le Pen. Moi, franchement, je me prononce pas du tout là-dessus. C'est dans bien trop longtemps pour savoir. 3 ans, c'est une éternité en politique. Il peut se passer moult choses. Donc, on verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe, mais je ne fais pas de prédiction. Pas pour l'instant. Probablement jamais au pouvoir par lui-même. En revanche, par ses outrances, il aura tout fait pour pousser inconsciemment ou consciemment Marine Le Pen, elle par contre au pouvoir, qui récolte évidemment, qui va sortir les marrons du feu. Parce qu'il y en a qui disent c'est sûr que non. Je dirais pas non plus c'est sûr que non. Je dirais clairement pas c'est sûr que non. C'est une des possibilités. Moi, je dirais que rien n'est sûr. Je dirais plutôt ça. Mais bref. Et potentiellement, vous parliez de nihilisme tout à l'heure. L'idée, c'est que là, ça sera le grand bordel généralisé et on aura tous les droits, évidemment, puisque Marine Le Pen accédant au pouvoir, le fascisme, entre guillemets, accédant au pouvoir, il faudra se libérer de ce point de vue-là. Après, on disait aussi que, quelque part, sa stratégie, c'est de remplacer un électorat par un autre. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais lui, ce qu'il essaye aussi dans une stratégie un peu populiste, c'est d'amasser toutes les colères, et finalement aussi partiellement celle du peuple old school, parce que partiellement. Quand on dit il a bazardé le social pour le sociétal, il est resté sur une ligne sociale aussi. L'intervieweur, c'est de loin le plus basé, mais genre de très très loin. Genre il est du bout des lèvres, il est timide, mais en vrai il a raison. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que augmentation du SMIC, reconstitution des hôpitaux, remettre de l'argent là où il faut. Tout ça, c'est pour tout le monde. C'est pas uniquement pour le peuple remplaçant ou je sais pas quoi. Je sais pas quelle connerie il raconte. C'est évidemment pour tout le monde. Donc c'est aussi pour le peuple old school, quoi. Lui, c'est le plus basé, c'est de dire le niveau. Ah ouais, non, le niveau est catastrophique. Après, c'est pas dur d'être plus basé que les deux, c'est sûr. Il était contre. Mais en vrai, il a raison. Forme des retraites, au même titre d'ailleurs. Quand il parle du peuple old school, ils veulent dire blanc. Oui, au fond, oui. Rassemblement national. Est-ce que vous pensez pas qu'il est plutôt dans une stratégie d'agréger tout, c'est-à-dire à la fois les gilets jaunes et les banlieues, entre guillemets, même si on a vu que c'était compliqué sur le plan pratique. Et c'est ça la gauche, c'est la convergence des luttes, non ? Je veux dire, ils n'ont pas lu le mémo. C'est pas ça sa stratégie. Parce que, je veux dire, il fait quand même 22% au présidentiel. Oui. Mais... C'est pas ridicule comme score. Donc, loin de là. Et d'ailleurs, là, même s'il descend dans les sondages, là, il reste une base assez solide qui peut lui permettre d'arriver au... Il descend dans les sondages qui ne l'ont jamais annoncé au bon niveau. Donc, peut-être qu'il faudrait en tirer une leçon au bout d'un moment. Second tour, selon le personnel qui sera sur la ligne de départ. Mais qu'est-ce que veut le peuple old school en France ? Le peuple old school, il veut pouvoir accéder, je parle dans les cités, il veut pouvoir accéder à son appartement sans demander la permission au dealer dans le hall. C'est pas ça que veut la France Insoumise. La France Insoumise vous explique que c'est pas des dealers, c'est des victimes. C'est ça le nouveau prolétariat. C'est toujours trop sévère. La police tue, c'est pas les dealers qui tuent. Regardez les statistiques, pourtant les dealers ont quand même un très joli... Oui, c'est pour ça que la France Insoumise est pour légaliser et enlever les moyens aux dealers de faire ça, en fait. Oui, effectivement, la France Insoumise propose une solution à ça, et c'est les seuls, malheureusement. Donc ouais, alors moi, c'est pas forcément la solution que je préfère, parce qu'ils sont en mode très... il nous faut une filière nationale et tout, ça c'est très français. Je suis pas fan de cette idée-là, mais bon, ça c'est vraiment moi qui mégote et qui chipote. Mais en vrai, non, l'idée de la France Insoumise, c'est de légaliser pour que justement, il n'y ait plus d'armes dans les cités, parce qu'effectivement, si les dealers ont plus de moyens pour s'acheter des armes, voilà quoi. Après, il y en aura malheureusement toujours, ça va pas régler tous les problèmes instantanément. Mais c'est ça la solution, c'est pas de dire les dealers doivent continuer à faire ce qu'ils font, en fait. Personne ne dit ça, quoi. La prohibition ne marche pas, c'est la prohibition qui crée les dealers, donc ça c'est clair, oui. Palmarès. Le peuple old school veut que leurs enfants, que ces enfants étudient dans des conditions correctes. Eh bien non, on vous explique qu'il ne faut absolument pas toucher à l'éducation nationale, qui est en train de s'effondrer, il n'y a pas d'autre mot. Tout ça est mesuré par les classements PISA. C'est en train de s'effondrer, mais il explique au peuple old school, non, il faut rester comme ça pendant que les élites, eux, sauvent leur progéniture en les mettant dans les quelques lycées publics. Il invente juste, en fait. Il invente complètement. Il est en mode Mélenchon dit aux gens, non, on ne touche à rien,
on va rien changer. On va juste laisser les enfants des élites aller dans des bonnes écoles. C'est ça que Mélenchon dit et veut. Non mais, ouais, ce nom tu ou racontes dans le juste n'importe quoi. privé. Donc en réalité, par ce soutien d'une immigration complètement incontrôlée, de l'effondrement Bah, général sous le nombre, en fait, il mène une politique contre le peuple old school. vraiment, c'est la terminologie de l'extrême droite à 100%. Hein. Je veux dire, il y a aucune différence dans son discours et le discours de l'extrême droite. Genre zéro. Zéro différence. Immigration incontrôlée, effondrement absolu. Voilà, c'est... School qui priait de se démerder avec la situation, pendant que les élites, elles, se portent très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Ils ont de l'argent, ils sauvent leurs enfants, il n'y a pas de problème. Donc, en Mélenchon, c'est le seul. C'est le seul candidat qui est pour taxer les plus riches, en fait, de base. C'est le seul, avec évidemment l'extrême gauche, mais je veux dire, seul qui a une chance d'accéder au pouvoir. Donc, genre, encore une fois, CSC absolu. C'est vos alliés qui sont pour laisser l'élite. Il a été au meeting de Zemmour, ce mec. Genre Zemmour qui est littéralement pour permettre aux gosses de riches de s'acheter plus vite des maisons, pour pouvoir encore plus fortifier leur capital. Ça, c'est du populisme, bien sûr. il mène une politique absolument anti-old school. Sinon, sur la question des retraites, oui. Le peuple old school, c'est quand même marrant d'utiliser un anglicisme comme ça pour parler du peuple en mode ouais, c'est le peuple old school, quoi. C'est le peuple boom bap. Je veux dire, on va l'appeler comme ça, le peuple boom bap. C'est le peuple des blancs, quoi. Si on se prétend de gauche, c'est quand même bien le moins de s'opposer à toute réforme de retraite, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, puisque c'est quand même un marqueur de gauche. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est très intéressant. C'est une opposition hybride. C'est-à-dire que si ça ne marche pas à l'Assemblée Il y a nationale... juste Berlioz qui rigole parce qu'il a la référence rap, mais personne n'a la. Ouais, il y a voilà, que les gens qui ont la référence rap. Que ceux qui viennent au tier list rap qui l'ont, celle-là. Alliance ethnique, un peu, ouais, c'est ça. On va utiliser tous les moyens dans la rue. On va utiliser la violence. On ne condamnera jamais la violence des manifestations en disant la violence est une forme d'opposition légitime. C'est pas ce que pense le peuple old school. Le peuple old school pense qu'il y a une démocratie, que ça se passe à l'Assemblée, que si vous êtes en minorité, eh bien c'est terminé, que évidemment le 49.3 est discutable, mais qu'il y a une légalité. Lui ne pense pas qu'il y ait une légalité. Il pense que si on n'y arrive pas à l'Assemblée nationale par les voies démocratiques, on peut y arriver dans la rue par la force. Tout ça est très très loin de... C'est le rapport. Non, c'est juste la base de la gauche, en fait. Ça s'appelle le rapport de force. Établir un rapport de force avec les puissants, c'est la base de la gauche, en fait. Tu ne comprends rien à la gauche. Tu es catastrophique. decency Épisode 8 millions. du peuple old school. Je pense que ça se voit peut-être pas encore, mais le peuple old school va apprendre à connaître M. Mélenchon. Ok. C'est fini Non, c'est pas fini. Il reste encore 10 minutes. Que On vous peut se disiez dire que c'est fini. On peut se dire que c'est fini ou pas? On va faire un sondage. On va voir où vous en êtes, le chat, vous, mentalement, à ce stade. On va faire un poll. Je sais pas comment vous le vivez, vous, ce qui se passe. On regarde les 10 dernières minutes. Oui. Je mets juste un choix binaire. Voilà, désolé pour mes noms binaires, mais là, le choix sera binaire. 2 minutes. Oui, non, on continue. Voilà, 10 dernières minutes. Vous votez oui, non. Vous votez oui, non. Nolo, il est pas censé être de gauche. Ah bah, on a bien vu à quel point il est de gauche, oui, Courrefaiser. Ah, on l'a bien vu là, oui, effectivement, oui. Bah, il se dit de gauche, mais il est, enfin, dans son propos, tout est d'extrême droite. Hein. Oui, à 73%, ok. Bon, bah écoutez, je vais aller pisser quand même. Prendre le temps de pisser un instant. Stop le oui. Stop the count. Votez le temps que j'aille pisser, je vais mettre un peu de musique. Je meuble là, je meuble. Je meuble, voilà. Allez, tout de suite. Votez, votez.
basse. Bon, vous avez voté oui à 69%. « 69%, lol. Lol, 69. Lol. Lol. Ok, eh bien très bien. Vous avez gagné. On regarde la suite. D'ailleurs, Michel, que paradoxalement, cette bordélisation à l'Assemblée nationale de la LFI faisait qu'en miroir, les députés Rassemblement national, dont on avait dit pique-pendre, se comportaient plutôt correctement, quoi qu'on pense de leurs idées, et que c'est un peu la thèse d'Éric Tolleau, c'est que en miroir, finalement, le Rassemblement national peut pas voiser en disant regardez qui met le bordel à l'Assemblée nationale. Oui, mais le Rassemblement national en fait trop dans la dédiabolisation maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aimaient le Front national pour sa radicalité et qui là se disent finalement, si c'est pour avoir le Chirac des années 70, on sait ce que le Chirac des années 70 a donné quand il est arrivé au pouvoir et on a envie d'une radicalité qui s'est trouvée perdue. Et il y a de la porosité aussi entre les purs et durs du Rassemblement, enfin je dirais du Front national, et puis les purs et durs de Mélenchon, parce qu'ils sont fascistes. C'est ça le truc intéressant, c'est qu'on nous dit attention à l'altofascisme. On a fabriqué une espèce de fascisme qui n'existe pas. On a un antifascisme qui est facile, puisque finalement il n'y a pas de fascisme. Alors que si on dit, moi j'avais relu justement les livres de Rebatté pour ça, en me disant, qui lui dit mémoire d'un fasciste. Donc c'est clair, lui il dit voilà, je suis fasciste. Et je me suis dit, j'avais fait une dizaine d'entrées en disant voilà ce que c'est qu'un fasciste. Et il y a donc le refus de la démocratie, il y a le refus du monde parlementaire, il y a le refus du débat et du dialogue, il y a la préférence de la violence dans la rue, il y a cette idée que les armes doivent pouvoir parler, etc., etc. Et quand on se dit, mais on fait le total, mais le Rassemblement national est du côté de la démocratie, c'est-à-dire quand il perd une élection, il ne dit pas qu'il l'a gagnée. Quand il a des élus, il joue le jeu, porte la cravate. Quand est-ce que Mélenchon a dit qu'il avait gagné une élection qu'il avait perdue? Genre, il y a juste qu'en 2017, il a dit voilà, attendez un peu, je veux attendre, je suis pas sûr. Et après, quand les résultats sont sortis, il a dit bon, bah, j'ai perdu, voilà. Il a pas du tout nié à la démocratie. Et d'ailleurs, même le programme de Mélenchon, il est justement très légaliste, puisqu'il propose une nouvelle constitution, partir sur de nouvelles bases, etc., sur la base d'un référendum. Donc, c'est pas du tout l'ennemi de la démocratie. Au contraire, c'est créer une nouvelle constitution, la faire valider par le peuple. Et voilà, qu'on la co-crée, en fait, c'est ça l'idée, quoi, de créer une constituante. Donc, il n'y a rien de plus démocratique que ça, en fait. Ce qui n'est pas très démocratique, c'est plutôt, si on veut faire un peu de philosophie politique, voilà, et réfléchir un peu, parce que là, avec Confrère, on ne réfléchit pas beaucoup. Hein. Donc, essayons de réfléchir un petit peu. Est-ce que la constitution de la Ve République et son institution, la façon dont elle fonctionne, est véritablement démocratique? On vote pour un boug qui a le pouvoir pendant 5 ans. Il n'y a que lui qui peut décider si on fait des référendums. Alors oui, vous allez me dire non, il y a le processus de référendum parlementaire. Mon cul, c'est un référendum parlementaire, c'est même pas un référendum populaire, donc c'est du foutage de gueule absolu. On peut pas le faire. Donc voilà, on est dans un régime où on élit un roi et il fait ce qu'il veut, plus ou moins, pendant 5 ans. L'Assemblée est très faible comparée à d'autres pays européens. Vous comparez à l'Italie, vous comparez à l'Allemagne, vous comparez à l'Espagne. Le Parlement est archi faible en France. Donc, est-ce que c'est pas la constitution de la 5e qui a un problème fasciste un petit peu, avec un grand leader, chef des armées, qui décide de tout seul? On le voit avec Macron en ce moment, on l'a vu avec Sarkozy, on le voit, c'est des présidents qui sont dans leur tour d'ivoire, qui sont entourés de leurs conseillers, qui ont quelques personnes de confiance, quelques visiteurs du soir, mais en fait c'est très obscur, c'est très vertical, hein, c'est vraiment la verticalité totale. Donc c'est pas très démocratique quand on se base sur la vraie définition de la démocratie. C'est pas très démocratique, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, voilà, tout simplement. Le pouvoir n'est pas au peuple en France à l'heure actuelle. Donc ils peuvent parler de peuple old school, de peuple new school, de mes couilles. Au fond, on n'est pas en démocratie. Donc dire que le problème, le fascisme, c'est d'être contre le régime actuel. Du coup, moi je suis contre le régime actuel et je suis pas fasciste, clairement. Je suis contre la Ve République, mais pas sur des motifs fascistes. Parce que c'est comme l'Union européenne. Vous avez des tas de gens qui critiquent l'Union européenne. Vous avez des fascistes qui critiquent l'Union européenne. Vous avez des gens d'extrême gauche qui critiquent l'Union européenne. Vous avez Ouria Boutelja, Frédéric Lordon. Vous avez plein de gens très différents qui critiquent l'Union européenne. Des Asselineau, des même Onfray. Hein. Même Onfray, il a pu critiquer l'Union européenne énormément. Donc c'est des gens très différents qui vont critiquer l'Union européenne avec des angles très différents. Et du coup, résumer la critique de l'Union européenne, ce serait d'extrême gauche ou ce serait d'extrême droite, c'est débile. La question, c'est qu'est-ce que tu veux faire
après être sorti de l'Union européenne. Elle est juste là, la question. Quel type de société tu veux construire après être sorti de l'Union européenne? Si tu n'as pas vraiment d'idée, que tu sais pas vraiment, dans ce cas-là, il faut se poser la question, en fait. Et c'est ça qui va déterminer si c'est un projet de gauche ou de droite. Juste sortir de l'Union européenne en soi, c'est pas un projet, quoi. En tout cas, c'est pas marqué politiquement. C'est qu'est-ce que tu fais derrière. Donc c'est pareil là. C'est dire Mélenchon, il est contre le parlementarisme. Le parlementarisme, c'est de la merde. Au fond, c'est de la merde le parlementarisme. On est mal représenté par nos élus. Très 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 mal représenté. Ce qui est démocratique, c'est les référendums, c'est le tirage au sort, c'est pas ce qui existe actuellement. Et je pense pas que ce soit fasciste. Au contraire, je pense que c'est démocrate. La vraie démocratie, c'est le peuple. Voilà, le vrai peuple. Tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on sélectionne le peuple old school du peuple new school ou je sais pas quoi. Hein, ça, c'est déjà un peu bizarre. Etc. Ils disent on attend les élections, rendez-vous aux prochaines européennes, rendez-vous aux prochaines présidentielles. Et on se dit mais en face, c'est très exactement le contraire. Mélenchon, il a son âge. C'est-à-dire qu'il a compris que s'il lui fallait attendre par portion de 5 ans, c'est long, un quinquennat. Et il dit je ne vais pas attendre 5 ans. Le pouvoir, il est à prendre tous les jours quand on estime que c'est la force révolutionnaire qui, dans la rue... Vivement le peuple New Wave. C'est maintenant le peuple New Wave. Hein. Mais eux, ils sont en mode peuple boom bap. Oui, moi, je n'aime que le peuple boom bap. Voilà. Que le peuple alliance ethnique au-delà de 95, je peux pas, moi. Voilà. Je n'aime que le peuple boom bap. Permet d'accéder au pouvoir. Et ils viennent pas armés à l'Assemblée, quand même, les députés de la LFI. Ils viennent pas armés à l'Assemblée, mais enfin, ils défendent les gens qui viennent armés dans les rues. C'est-à-dire, quand je parle d'une guerre civile à bas bruit, on voit ça tous les jours à la télévision. Tous ces gens qui arrivent avec des couteaux, qui arrivent avec des tournevis, qui arrivent avec des marteaux, qui arrivent avec des kalachnikovs. Et la France insoumise, elle les défend, ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils sont défendus par ces gens-là, par la France insoumise. Donc je veux bien qu'ils n'arrivent pas, eux, à l'Assemblée nationale avec des couteaux, mais les armes à destination, les scooters des gamins qui s'en vont et qui refusent d'obtempérer, ce sont des armes à destination. Les voitures du fameux... Ça, c'est la France insoumise. Oui, certes, les députés de la France insoumise ne sont pas armés à l'Assemblée, mais il y a dans la rue des gens avec des couteaux, hein, des vrais couteaux, ils disent. Oui, ah bah oui. Ah voilà, donc la France insoumise. Échec et mat. Là, qui sont pas assurées, conduites par des gens qui n'ont pas de permis de conduire, ce sont des armes avec destination. Et si on fait une espèce d'analyse des armes que défendent les gens de la France insoumise, c'est pas compliqué. Le couteau, la voiture emballée, le scooter emballé, le tournevis, la kalachnikov, et tout ça, c'est quand même du côté des amis de M. Mélenchon. Je ne pense pas que Marine Le Pen défende ça. Je ne pense pas que Marine Le Pen défende ça. Il ose dire ça alors même que, comme on l'a vu, alors on l'a pas regardé ensemble le débat chez Bompard, mais Bompard l'avait rappelé. Mais effectivement, Hersant, qui est la personne qui avait vendu des armes au tueur de Koulibaly, était plus proche du Rassemblement national. Ah ben, dis donc. Qu'à un moment donné, on se dit oui, on a changé d'époque, et ce ne sont plus... On est vraiment hors de toute réalité, quoi. C'est vraiment, ils disent qu'il leur fait plaisir et c'est tout, quoi. Les factieux qui arrivent armés avec des fusils, mais on laisse faire. Tous ces gens qui, eux, arrivent armés, font... On laisse faire, mais ils sont pas au pouvoir, la France insoumise. Qu'est-ce que tu veux qu'ils laissent faire quoi que ce soit? Des morts. Il y a des morts. Et on trouve toujours des excuses. Vous avez des images. On voit que le gamin, il refuse d'obtempérer, qu'il part en scooter, qu'à un moment donné, les flics arrivent, qu'ils doublent une bagnole pour aller plus vite, ils se prennent le scooter, se prend la voiture. Qu'est-ce qu'on dit? La police a tué. C'est les flics qui ont doublé la voiture, en l'occurrence. C'est pas le scooter. Le scooter, il roulait tout à fait normalement. Et la voiture l'a percuté de plein fouet. Ouais. On voit ça sur les images. Donc, ouais, on voit pas la même chose, visiblement. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Oui, donc ils méritent de mourir. Oui, c'est ça. Qu'ils faisaient, eux, avec ce scooter, etc., etc. Donc moi, je pense que non, ils instrumentalisent la violence. Ils ne critiquent jamais ce qui s'est passé, par exemple, avec les bassines, à Sainte-Soline. Lui, il n'instrumentalise pas du tout la violence en allant reprocher à la LFI des faits divers, quoi. Genre, il se passe des trucs dans la rue, c'est la faute de la LFI parce qu'il laisse faire. Ça n'a aucun sens. C'est lui qui instrumentalise des faits divers et des morts et des drames pour son combat politique de merde contre la LFI. Il est complètement à la ramasse. Franchement, j'ai du mal à supporter, là. Allez, il reste 6 minutes, mais putain, c'est dur. Hein. Critique jamais... C'est trop nul, en fait. C'est trop nul, quoi. Qui mettent le feu partout dans les villes et qui mettent les villes à feu et à sang, qui détruisent, etc., qui, eux, sont armés avec des battes de baseball aussi. Donc, je pense que l'arsenal militaire de ces fascistes-là, il n'est pas tenu par des gens en cravate que sont les Mélenchoniens, mais ces gens de... Mais depuis quand des voyous, c'est des fascistes, en fait? Ça n'a aucun sens. Tu fais des catégories qui n'ont aucun sens. Genre, les voyous ne sont pas le fascisme, en fait. C'est pas ça. C'est... Bref. Les députés de la France insoumise
instrumentalisent les autres. Et Quelle ils horreur. ont choisi la violence. Ils veulent la violence. Il faut que tous les jours, il y ait un lot de violence. Ils veulent ça. Ils veulent que le pouvoir tombe. Ils veulent que ça s'effondre. Et lui veut passer pour un homme providentiel. La stratégie de Lénine, c'était ça. C'est quand même un coup d'État, octobre Merci pour la source. 1917. C'est pas les Pour la films Marseillaise. d'Eisenstein, du genre. On nous envoie un article de la Marseillaise. Islamistes et extrême droite, le pas de deux. Extrémistes de droite et islamistes voient dans la période une opportunité pour faire progresser leurs projets politiques. Leurs idéologies se nourrissent mutuellement et ils entretiennent parfois des liaisons troubles. L'AFP, 26 octobre 2020. Voilà, et il y a effectivement un long article qui relate tout ça. Bon, on va pas le lire maintenant, un peu la flemme. Mais voilà, vous avez un article là de la Marseillaise. Je vous ai mis le lien. Le peuple est là, et puis pas du tout. C'est un groupe de gens. Je rappelle que Lénine est déguisé en Ah, mais c'est femme pas quand ça. il y a le putsch en 1917. Ça, c'est totalement oublié dans la Merci, dans film la ortho. mythologie. C'est évidemment pas dans les films d'Eisenstein. Ça aurait l'air de quoi? C'est l'équivalent de Mélenchon avec une perruque. C'est un peu ça aujourd'hui ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils arrivent Ouais, travestis. j'ai rien compris. Il y a du Bégodeau. Non, on a parlé de Bégodeau au début. C'est pas du contenu Bégodeau. Là, on a parlé de. Là, c'était Bégodeau. C'est pas bien Bégodeau. C'est ça qu'on a parlé. Totalement oublié dans la mythologie. C'est évidemment pas dans les films d'Eisenstein. Ça aurait l'air de quoi? C'est l'équivalent de Mélenchon avec une perruque. C'est un peu ça aujourd'hui ce qui se passe. Et je- C'est-à-dire qu'ils arrivent travestis, et puis ils prennent le pouvoir, et puis ils mitraillent, et puis etc., etc. Et là, ils ont juste les mains propres parce que ceux qui tiennent Plus ça va, plus il vire savant fou. Ah ouais, c'est. les armes, ce sont ceux dont ils disent du bien. Mais on pourrait faire, ça parlerait, montrer les couteaux. Lénine était une femme trans, apparemment, il faut croire. Hein. Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le truc au début de Bégodeau, je vais pas relire, mais on a lu ce thread, on en a parlé. Voilà. Bégodeau méchant. Les tournevis, tout ce qui a permis de tuer des gens, des enfants, etc. Et de dire, Il y a une manière bien facile de vérifier ce que tu dis. Admettons que tout l'arsenal que tu viens de décrire soit aux mains d'une ligue d'extrême droite. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y aurait un débat sémantique ça c'est sûr. en est-ce que vraiment ce sont des fascistes et vraiment ils sont du côté de la violence? Oui, Mais- parce qu'on dirait ah vous voyez, bah, c'est Mais bien ça n'a ça. absolument aucun rapport. Les voyous, ils s'entretuent entre eux pour le contrôle de territoire. Pour le contrôle, c'est une guerre commerciale. Au fond, c'est terrible de le dire comme ça parce qu'il y a des innocents qui meurent. Il y a des voilà. Mais quand à Marseille, pour prendre cet exemple-là, des mecs sortent avec des calaches et se tirent entre eux, c'est entre gangsters en fait. C'est entre bandits. Ça n'a rien à voir avec un projet politique d'extrême droite ou d'extrême gauche d'ailleurs. Hein. C'est pas un projet politique. C'est une mafia en fait. C'est genre ça, on a des catégories pour penser ces phénomènes-là et c'est absolument ni le fascisme ni le terme de milice. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe en fait. On parle de règlement de compte entre mafieux, entre dealers, entre voilà trafiquants d'armes, etc. C'est des trucs qui ont malheureusement toujours existé. Je vois absolument ni le rapport avec Mélenchon, ni le rapport avec quoi que ce soit. Si on veut parler de ça, on parle de ça. Mais du coup, c'est pas ce qu'on appelle le fascisme. C'est pas ça, le fascisme. C'est pas des Arabes qui se tirent dessus. Alors, en l'occurrence, c'est à ça qu'ils pensent. Moi, je le dis parce que eux, ils tournent autour des mots, etc. Mais ceux qui pensent, quand ils disent le peuple old school, voilà, c'est les Blancs. Le peuple new school, c'est des islamistes avec des kalachnikovs. Voilà, c'est ça leur vision du monde, en fait. Ils sont complètement déconnectés de tout. Alors, évidemment, c'est pas pour nier qu'il y a des règlements de compte à Marseille qui font des morts. C'est une réalité. Mais ça, on en a parlé très longuement les semaines d'avant. Je vais pas y revenir 107 ans. Vous avez toutes les rediffs si vous voulez voir ça. On a fait de longues vidéos pour voilà, vraiment revenir là-dessus. Les rediffs sont accessibles gratuitement sur Twitch. Si jamais elles ont été supprimées de Twitch, parce que ça arrive au bout de quelques semaines, j'essaie de les sauvegarder, mais parfois elles sont supprimées. Vous les avez toutes sur la chaîne YouTube. Vous allez dans En Direct. Ouais, on a parlé pendant 2 heures. La réponse à ce problème, c'est arrêter la prohibition. Voilà, c'est la prohibition de la drogue qui permet aux cartels, aux mafias, aux bandits de prospérer. On l'a démontré par A plus B 1 milliard de fois. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de stigmatiser les gens et de tout mélanger. Parce qu'au fond, les islamistes sont contre le trafic de drogue. Hein. Je veux dire, si on va par là, si vraiment le problème c'est les islamistes, ben les islamistes ils sont pour jeter des toits les trafiquants de drogue. Donc oui, enfin les islamistes radicaux, j'entends les vrais islamistes ultra vénères, quoi, les Daesh et autres, voilà, vraiment les terroristes et tout. Ils sont pas pour le trafic de drogue au fond. Hein. C'est contraire à l'islam, donc bon. Mais La bref. tradition, les ligues d'extrême droite, je regrette. Mais ce qui s'est passé à Sainte-Soline, ce qui s'est passé pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Ah, il y avait des armes à Sainte-Soline. Ils avaient des armes, du coup, les militants de Sainte-Soline. Parce qu'on nous parle d'un arsenal. Regarde, ils mélangent tout. C'est une catastrophe. Ils nous parlent de l'arsenal
des voyous, du coup. Alors, c'est vrai que les voyous, ils ont des armes, c'est sûr. Et après, il nous parle de Sainte-Soline. Genre en mode, à Sainte-Soline, du coup, c'était des voyous en armes qui se sont battus avec les flics. Enfin, c'est un gloubi-boulga de pensée. Là, vraiment, on est. Ouais, la vieillesse, c'est un naufrage. Hein. Le général avait raison. Hein. La vieillesse, c'est un naufrage. Et là, putain, on est avec le Titanic, là. Hein. Là, ça y est, on est avec le sous-marin, là. Je sais plus comment il s'appelait, là. Mais. Ah ouais, c'est ce tiers de déchéance et de décadence intellectuelle. C'est le règne des ligues d'extrême gauche Oui. qui sont alliées avec des nervis. Les Black Blocs sont des nervis, d'ailleurs, qui ne sont pas des prolétaires. Hein. C'est comme d'habitude des C'est petits des enfants de bourgeois, bien sûr. des petits bourgeois qui viennent faire le coup de main. Donc tout ça est très clair, sauf que comme on est dans un pays et surtout dans un parti comme LFI qui est complètement sous l'emprise d'un imaginaire faisandé selon Ah ouais. lequel la C'est vrai que violence... imaginaire faisandé, j'aime bien l'expression, je vais leur appliquer à eux. C'est vraiment. Quand je pense à imaginaire faisandé, j'ai la tête d'Éric Nolot qui apparaît, ouais. Ça, c'est clair. Ouais. gauche n'est pas une violence parce que c'est une violence légitime, tout est tolérable. Dès que c'est la droite, Faisandé, hein, les c'est le mêmes mot. comportements seront, et à juste titre, condamnés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui est de la violence, eh bien c'est de la violence, que ça soit chez Chavez, à Cuba ou dans un autre pays. Mais non, ils ont une vision tout à fait hémiplégique de la vie. Et Hémiplégique, effectivement, ouais. ils comptent sur les forces d'appoint des voyous. Et on l'a vu lors des dernières émeutes. Bon, Ces en gens-là tout sont cas, très- tout ce discours-là sur Mélenchon, puisque là on arrive à la fin, vraiment, j'en peux plus. Hein, je trouve ça tellement abominable. Hémiplégique, ouais. C'est qu'au fond, ça fait le jeu de Macron, quoi, tout ça. Hein. C'est que genre, ah bah Marine Le Pen. Bon, après, de Marine Le Pen et de Macron, au final. Donc c'est vraiment, voilà. C'est Marine Le Pen et Macron acceptables. Mélenchon, par contre, islamiste, fasciste, vendu aux musulmans, ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est vraiment un délire absolu, quoi. On va accélérer sur la fin. Vous avez voté pour qu'on le regarde, donc on va le regarder, mais s'il vous plaît, faites des dons parce que je souffre là, je suis en souffrance. Pour l'instant, ils pillent les magasins Nike. Ils ont également incendié des écoles, des bibliothèques. Demain, vous les ferez incendier d'autres choses. Ce sont les petits voyous Ils sur les... croient vraiment que la France insoumise a un impact sur les gens qui ont fait les émeutes pendant, par exemple, suite à Naël. Ils pensent vraiment que c'est à la demande de la France insoumise qu'ils sont révoltés, en fait. Ils sont complètement cons, c'est un truc de fou. Lesquels ont pu compter les nazis dans les années 30. Il n'y a aucune différence. Ces petits voyous de banlieue sont les nouveaux nervis des nazis qu'on a connus au siècle dernier. Wow. Il suffit d'avoir un peu de mémoire historique. Wow. Mais ça, évidemment, M. Mélenchon n'est pas prêt à l'admettre. Ouais, ça Mais mélange tout. Bah, en même temps, il n'est pas prêt à la mettre vu que c'est absolument n'importe quoi et que c'est un ramassis de conneries absolues, quoi. Donc, Théorie, mais hein, ok, derrière on tout a bien compris leur théorie pathétique. Vraiment, c'est Tatiana Ventures-Thiers, là. Hein. On est ouais. ça. C'est-à-dire, il y a Édouard Glissant et Aucune avant. différence. Hein. Par contre, c'est vrai que les manifestants d'extrême droite, tout à fait gentils, qui brûlent des mairies parce qu'ils veulent pas qu'on installe un centre d'accueil près de chez eux, ça, c'est vrai que, par contre, ça n'a rien de fasciste et c'est tout à fait normal. Hein. Édouard Glissant, il y a Sartre. Dans la critique de la raison dialectique, Sartre fait savoir que la violence révolutionnaire, c'est une contre-violence et qu'elle n'a pas le même statut. C'est-à-dire que le vrai violence, c'est le capital, c'est le capitaliste. Et donc, eux ne font jamais que se défendre. C'est la logique de la cour de récréation, c'est lui qui a commencé. Et donc, moi, je ne fais jamais que répondre. Et quand on dit à Glissant, Après, est-ce faux? Comme on disait, quand on est vraiment de gauche, on a conscience qu'il y a un rapport de force. Merci beaucoup, Moura Soro, pour le sub offert à Jean-Luc Mélenchon. Ouais, j'ai beaucoup défendu Mélenchon. On verra avec la gannerie s'il y a des critiques qui sont. Je pense que les critiques de la gannerie sont beaucoup mieux élaborées, beaucoup plus précises. Mais on verra si du coup on arrive à critiquer un peu Mélenchon avec des vrais arguments pertinents et pas avec du tout et n'importe quoi. Merci beaucoup, Moura Soro. Mais du coup, merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'offre un vrai sub, un vrai sub. La gannerie, ça dépend. On va regarder après la gannerie, c'est prévu. C'est prévu, pas d'inquiétude. Mais du coup, attendez, je vais remettre juste 10 secondes pour revenir sur ce que je voulais dire. violence révolutionnaire, c'est une contre-violence et qu'elle n'a pas le même Ah statut. oui, C'est-à-dire voilà. que le vrai violence, c'est le capital. C'est le Merci beaucoup de notre drift. Oui, effectivement, quand on est de gauche, on a conscience qu'il y a un rapport de force, que le capitalisme nous impose un rapport de force basé sur l'argent, qui est profondément injuste à nos yeux, effectivement. Hein. Quand on est de gauche, on trouve qu'il y a quelque chose d'injuste dans le fait que la tyrannie du capital soit garantie par l'état actuel des choses. Et que si tu as de l'argent, tu peux tout faire, plus ou moins. Si tu n'as pas d'argent, bah, tu crèves la gueule ouverte et tu es esclave de ce système. Effectivement, à gauche, on a conscience de ça. Du coup, on pense qu'il y a un rapport de force à mettre en place pour régler cette situation et améliorer les conditions de vie des gens qui sont en bas. C'est effectivement ça, la gauche. Voilà, si on doit définir la gauche, ça fait des années que je dois envoyer une vidéo à gauche sur qu'est-ce que la gauche. Ben, on pourrait dire ça déjà. La gauche, c'est de
regardez qui est en bas de la pyramide, qui se fait écraser par la machine, le capitalisme, il a dit le mot, et se mettre à leur défense, effectivement. C'est ça la gauche, oui. Donc ça peut être les ouvriers, enfin c'est les travailleurs et les travailleuses fondamentalement de base, mais même les gens qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, il y a toute une classe de gens qui ne travaillent pas ou qui travaillent peu, qui ont des conditions précaires et tout. La gauche se doit de les défendre aussi. Donc oui, c'est le collectif qui nous permet d'avoir un filet de sécurité, de nous protéger les uns les autres. Merci beaucoup, Blob de Spot. C'est ça la gauche. Donc eux, en fait, ils sont de quoi? Ils se disent de gauche, mais de quelle gauche? Une gauche capitaliste? Une gauche qui est en mode, non, le capitalisme, c'est très bien. Voilà ma gauche. C'est celle qui ne s'énerve pas face au capitalisme. Merci, Blob de Spot. C'est celle qui, quand elle voit le capitalisme, se dit, tout va bien. Tout va très bien. Je suis très content. La team Cook. Bon, allez, on va regarder la suite, mais c'est ce qu'il vient de dire, en tout cas. Être de gauche, c'est de ne pas avoir peur de dénoncer le CMO. Ben évidemment, voilà. En fait, si tu critiques pas le capitalisme, quand tu peux te dire de gauche, c'est le rapport de force qui nous est imposé. Si tu es pour, ok, bah, tu es de droite. Voilà. Si tu es pour maintenir ce rapport de force, ce statu quo, ça existe, hein, tu peux penser ça, mais du coup tu es de droite. Voilà. Tu es pour le statu quo, tu n'es pas de gauche. Et donc eux ne font jamais que se défendre. C'est la logique de la cour de récréation, c'est lui qui a commencé. Et donc moi je ne fais jamais que répondre. Et quand on dit à Glissant, parce que là aussi il n'a pas lu, il connaît pas, on a dû lui faire 3 fiches là-dessus, mais les thèses de Glissant sur la question de la créolisation, c'est très simple. À un moment donné, il dit on doit pouvoir faire des créolisations sans violence, mais pour l'heure, toutes celles qui ont eu lieu ne se sont jamais faites sans violence. Donc c'est Glissant lui-même qui dit que pour que la créolisation ait lieu, il lui faut la violence. Peut-être non, que mais c'est pas pour que la création. Non, lui-même, là, il déforme. C'est lui qui déforme Glissant. Glissant ne dit pas pour que la créolisation ait lieu. Glissant dit que la créolisation est un phénomène qui se produit, qui n'est pas décidé politiquement en mode on va faire de la créolisation ici. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un phénomène qui arrive. Donc c'est pas pour que la créolisation ait lieu, il faut de la violence. Il y a de la violence et de cette violence émerge un processus de créolisation. Ça se produit par la violence passée, par la violence présente, par les rapports de force, effectivement, et par le mélange. Donc, sa vision, effectivement, de la créolisation, pareil, il accuse Mélenchon de ne pas comprendre, mais lui-même, il fait une transformation absolue de ce que dit Glissant, mais bref. Après, moi aussi, je n'ai peut-être pas bien retranscrit, je suis honnête. Pas nécessaire, mais dans la réalité, c'est complexe. C'est très complexe, Glissant, donc le retranscrire comme ça en 2 phrases, forcément, c'est casse-gueule. Donc à chaque fois qu'il parle de créolisation, il fait l'éloge de la violence et il nous dit elle est nécessaire. On s'appuie sur Sartre qui nous dit ah mais non, la fameuse préface à Aden Arabi de Paul Nizan en disant il faut égorger un colon, il faut égorger. Alors tu Sartre appelle au meurtre. Mais c'est ça, mais qui est très précisément. Nimaco qui dit Glissant, ne dit-il pas justement que la violence arrive à cause des tentatives d'endiguer la créolisation? S'il dit ça, ce serait turbo précis. Et au fond, oui, ça fait sens, parce que du coup, endiguer la créolisation, ça veut dire segmenter, séparer, compartimenter, diviser les gens, tu vois, pour pas qu'ils se mélangent et qu'il y ait de la créolisation. La créolisation, elle se fait malgré nous, en fait. Elle se fait par la culture, elle se fait par les connaissances, elle se fait par la vie. C'est ce processus-là que décrit Glissant. Et dans ce processus, souvent, il y a de la violence. Effectivement, ça arrive. L'histoire de nos pays est compliquée. Mais du coup, eux, ils voudraient quoi? Qu'il n'y ait aucune violence, jamais, qu'on mette des flics absolument partout pour surveiller, surtout qu'il n'y ait jamais la moindre forme de violence. Genre, non, éloge de la violence, c'est pas sans faire un éloge de la violence, c'est pas du tout le cas, mais la violence fait partie de la vie. La violence est dans nos vies, malheureusement, et il faut vivre avec. Et il faut faire en sorte, effectivement, qu'il y en ait le moins possible. Mais du coup, pour qu'il y en ait le moins possible, il faut comprendre sa source, il faut comprendre d'où elle vient. Et effectivement, lui, là, il me semble faire un contresens absolu sur la question. Puisque c'est pas il faut qu'on mette de la violence pour pouvoir créoliser, c'est genre de la violence, notamment de la colonisation, notamment du déplacement de millions de personnes de manière forcée d'un continent à un autre. C'était très très violent, extrêmement violent. Donc de cette violence, effectivement, est née la cohabitation de peuples qui ne cohabitaient pas dans un rapport de force extraordinairement violent. Et effectivement, sur les siècles, ça a donné un processus de créolisation qui, justement, a donné notamment la langue créole, par exemple. Merci beaucoup, Gelquin. Voilà, c'est même pas de cette violence qu'on ferait parler là. Mais je sais, mais justement, pour comprendre la créolisation, pour moi, il faut parler de ça aussi. Merci beaucoup, Gelquin. Actuel en 1973, Sartre dit, avec le bicentenaire de la Révolution française côté terreur, 93, eh bien Sartre dit qu'on n'en a pas assez tué, que si on en avait guillotiné plus, on n'aurait sûrement pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc la jurisprudence, c'est ça, c'est pas 89, c'est 1789, c'est 1793, c'est pas Condorcet, c'est Robespierre, c'est pas la Déclaration des droits de l'homme, mais c'est la loi sur les suspects. Et puis après, on continue avec Marx, les théories de Engels sur la violence, la pratique avec Marx, la pratique avec Trotsky. Je rappelle quand même que Trotsky, qui serait anti-stalinien, je veux bien, tout ça est fort sympathique, mais c'est la même bande. Staline, Lénine, Trotsky, c'est la même chose. Qui invente l'armée rouge? C'est Trotsky. Le Goulam, c'est Trotsky. La confiscation des presses.
politiquement nul, ouais. des presses de journaux libres, ce sont tous ces gens-là. Quand à Kronstadt, les marins se rebellent en disant non, on a fait la révolution pour avoir les soviets, c'est-à-dire les conseils, et on a le parti qui fait tirer dessus, et qui fait tirer sur les marins de Kronstadt. Mélenchon. Mais c'est avec C'est Mélenchon. Ouais, j'en étais sûr, c'était Mélenchon. l'armée rouge créée par Trotsky. Donc ils sont dans une logique putschiste, ils sont dans une logique antidémocratique, ils sont vraiment dans une logique fasciste, et ça avance parce qu'ils ont avec eux Et qui a fait tirer sur les gilets jaunes? Mélenchon aussi, du coup? J'essaie de suivre. Hein. de bénédiction du pouvoir, qui dit bah oui effectivement la police tue. On a sur France Inter régulièrement des émissions. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui faisait l'éloge de la fameuse désobéissance civile. Il était là sur 1 heure en train de nous expliquer qu'il crevait des pneus de 4x4, qu'il rayait des voitures de 4x4 et qu'en gros il était un héros, qu'il avait lu Taureau et qu'il s'inscrivait dans la logique de Gandhi. Et puis voilà, un autre qui plus tard expliquait qu'il Du coup, détournait il faudrait quoi? Il faudrait le jeter au cachot? Il faudrait l'envoyer au goulag? Ah, c'est toi Staline, du coup. On ferait. les ZAD l'électricité parce qu'ils avaient besoin de piller l'électricité de l'État. Et pendant 1 heure, on a estimé que c'était des vrais résistants, etc. Tu as vu la dernière affaire, 2 journalistes Oui. de France Inter et Mediapart condamnés. Alors là, on fait juste état d'une condamnation en justice parce qu'elles trouvaient que c'était leur juste devoir d'aider des terroristes syriens. 12 mois avec sursis. C'est dément. Ça s'appelle intelligence Alors, avec l'histoire, ennemi. c'est En d'autres que- temps, c'était le peloton des exécutions. L'histoire, c'est que c'est des journalistes qui ont été en contact avec des mères de famille dont certains enfants étaient effectivement sur le... Voilà, on rejoint Daesh. Et effectivement, il y a une femme qui a demandé à ces journalistes de l'aider à envoyer de l'argent à sa fille pour qu'elle puisse rentrer. Et cet argent, vu qu'elle a envoyé effectivement en Syrie à une femme qui était de facto dans une ville contrôlée par Daesh, etc., ça a été considéré par la justice comme financement du terrorisme. Mais bon, voilà. Et la cimenterie Lafarge en Syrie, on en parle, oui, c'est peut-être un peu plus important, parce que là, ça se compte en milliards, alors que là, c'est quelques centaines ou milliers d'euros qui ont été envoyés à une personne dans le but de l'extraire et de lui permettre de sortir. Alors peut-être que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, etc. Mais bon, quand on regarde l'histoire, c'est quand même plus complexe que des journalistes de Mediapart ont financé l'islamisme. C'est pas exactement ça qui s'est passé. Hein. D'exécution. C'est intelligence avec l'ennemi, 12 mois avec sursis. C'est rien. Ça veut dire si vous recommencez, vous risquez d'aller en prison. Si vous recommencez à soutenir le terrorisme, Oui. alors là, attention. Voilà. Bon, ce qui nous ramène d'ailleurs au début de notre conversation, parce que la violence en politique, normalement, c'est la marge. C'est pas l'activité principale. Normalement, ça doit être le dernier recours ou alors le fruit de certaines circonstances historiques. Là, c'est devenu le centre. C'est-à-dire la violence est le moyen privilégié. Alors si on peut se faire élire en même temps, c'est aussi bien, mais quand même, là, Lui, ce qu'il voit au centre de sa vie, Nolo, c'est une drag queen ultra violente, en fait. En fait, il voit ContraPoints, mais son personnage avec les oreilles de chat, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est en mode smash. Voilà, c'est ça qu'il voit dans sa tête en permanence. Il est en mode, au centre, quand je ferme les yeux, ce que je vois, c'est ContraPoints avec un marteau qui veut me tuer. Voilà, c'est ce que je vois. Je vois des personnes trans ultra violentes au centre de mon regard dès que je ferme les yeux. C'est terrible. J'essaie de dormir et je n'y arrive pas. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Genre, il voit au centre des transsexuels ultra violents. Après, c'est ton dos, quoi. Ça, c'est dans ta tête, quoi. la violence est le vecteur privilégié de l'action politique de la France insoumise. Ça nous prépare le fascisme. Pas seulement en idée, mais en acte. Ah, c'est fini. We are the champions, my friend. C'est finito. Putain, quel enfer. C'était atroce. Hein. Vraiment abominable. Je ne veux pas revivre ça. J'avais dit que je regarderais plus d'Onfray et Nolo. Vraiment, c'était horrible. Hein. Là, je regarderai vraiment plus. C'était atroce. Hein. Trop atroce. Trop horrible. Donc, allez, on va regarder La Gannerie. Ça a l'air d'être long aussi. Let's go. J'ai remarqué quand même avec Ruffin, même si je redis